Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Alors moi je m'appelle Marina, j'ai 24 ans et je suis arrivée à Montréal il y a 2 mois. Moi, c'est Geoffrey et ça fait déjà 5 ans que je vis à Montréal. 5 ans. Ouais. On a un bon échantillon ici, Ouais. alors 2 ans et demi pour moi, 2 mois, Ouais. 5 ans. Un grand merci au Riverside Bar Terrasse Saint-Henri à Montréal pour nous accueillir dans leur beau salon intérieur pour cette 5e émission, déjà la 5e. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'Avis de personne nous a demandé notre avis sur nos habitudes de visionnage de films, l'accessibilité de nos rêves et notre rapport avec la nourriture, mais on va le donner quand même. On peut commencer avec le premier sujet, voir des films, routine ou réelle passion. Je ne sais pas vous comment vous voyez cette habitude-là. J'ai pas envie de dire consommation non plus, parce que ça peut faire un peu bizarre de parler de consommation pour de l'art. Qu'est-ce qui vous lie au cinéma et la manière de le voir? Alors je sais pas toi Geoffrey, moi je suis une passionnée de cinéma déjà, donc je consomme pas mal, que ce soit films, séries. Et la question est assez compliquée parce que je suis un peu entre habitude et en même temps passion. Donc je sais pas trop où mettre la limite, mais je dirais que je passe pas au moins une journée sans regarder un bout d'une série ou d'un film, que ce soit en mangeant ou sur le trajet, voilà. Donc c'est un mix entre passion et routine quand même. Ouais. Ok, intéressant. Oui, je suis un peu pareil que toi, Marina. Je pense que c'est quand même quelque chose qui fait partie du quotidien. Après, c'est vrai que la question est vaste parce que tu as à la fois les différents supports, tu as le cinéma et tu as les plateformes comme, si on peut les citer, Netflix Ouais. et compagnie. Moi, pour ma part, je suis assez, je dirais, plutôt cinéphile, cinéaddict. Je vais très régulièrement au cinéma. Donc moi, je vais plus privilégier les films que les séries. Enfin, les séries, ça prend plus de temps pour être regardé. Donc si on reste sur le cinéma, mais vraiment le côté film, c'est-à-dire que ce soit vu dans les salles ou à la maison, téléphone, tablette, avion, enfin tout support. C'est ça. Je dirais, alors je sais pas toi, mais je pense que je vais plus consommer par exemple le cinéma, film le soir, en soirée. J'aime bien aller au cinéma ou aller voir une avant-première le soir. Et je dirais que la journée, par exemple le week-end ou quoi, ça va être plus série. Mais j'ai remarqué quelque chose, quand je mange toute seule chez moi, ça va être un automatisme de par exemple me remettre sur une plateforme, que ce soit Disney, Prime ou Netflix, tu vois. Moi, j'ai tendance des fois à assister à des avant-premières et puis je vais au cinéma. Moi, c'est plutôt peut-être un peu l'inverse. C'est plutôt à des moments où c'est moins propice à ce qu'il y ait du monde. Tu vois, les séances du soir, si je peux, j'évite, comme les mardis soirs où ça peut être prix réduit à plus de monde. Et puis, je vais essayer de sortir de ma zone de confort, d'aller voir peut-être des films que les gens vont peut-être pas trop voir, pas tout le temps des blockbusters, voir un peu des films d'auteur. Et après, effectivement, pour ce qui est de regarder des films, des séries à la maison, je pense aussi que c'est une habitude de mettre tu vois, de la télé, une plateforme, comme même pour avoir un bruit de fond, pour pas être dans le silence quand tu manges, avoir quelque chose, une trame sonore, tu vois. Ok, donc tu arrives bien à mélanger les deux et avoir, un peu toi aussi, mais le fait d'avoir le côté routine, donc je mange en regardant un film ou une partie d'un film, et le côté, je vais peut-être aller chercher des films un peu plus niche au cinéma, ou alors tu parlais aussi d'avant-première tout à l'heure. Et est-ce que vous, par exemple, un film, c'est obligatoirement un visionnage en entier pour un seul film, ou alors est-ce que vous arrivez à le découper en plusieurs fois, par exemple, je vais regarder un bout tel jour, un autre bout tel jour, puis un autre bout tel jour, quelle que soit la durée du film? Je pense que ça va dépendre du dynamisme que j'ai pris à me mettre sur un film et s'il m'accroche, tu vois. Je sais qu'il y a des films, par exemple, où au bout de 5-10 minutes, j'ai du mal à me mettre dedans. Je vais essayer de tenir et d'aller jusqu'au bout, mais ça va être plus compliqué, donc je vais plus facilement me dire « Ok, j'arrête au bout de 30 minutes ou 1 heure, tu vois, et je reviens plus tard. » C'est rare que ça arrive. C'est vraiment rare. J'ai l'impression que c'est ça, Marina, c'est un peu comme toi, j'ai l'impression, c'est-à-dire moi ça m'arrive pour des films à lesquels j'ai du mal à accrocher dès le départ. Je vais faire des pauses, je vais essayer d'y revenir et des fois ça prend même pas en fait. C'est ça. À l'inverse, dans le cas des séries, ça m'arrive plus régulièrement à faire des pauses pour des séries, mais là c'est pas une question que ça m'accroche ou pas, c'est que je peux faire autre chose, je vais regarder 30 minutes,
Tu vois, un épisode d'une heure, je vais regarder 30 minutes et je pars faire autre chose parce que j'ai pas le temps de finir. Je reprends 30 minutes plus tard dans la journée. C'est sûr, c'est pas l'idéal, mais ça m'arrive plus fréquemment sur les séries que les films. Puis le rythme n'est pas le même aussi. Ouais. Ouais. Je sais pas, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer une série, d'être à fond dedans, et au bout de la, je sais pas, 2-3e saison, de complètement lâcher, mais d'y revenir peut-être 2 mois après ou 1 an plus tard Ça ne m'arrive pas trop parce que je peux lâcher au bout de la 2-3e saison quand tu vois, comme tu dis, après la première partie d'introduction et que ça rentre vraiment dans le dur. Mais souvent, j'ai du mal à revenir parce que je serais un peu frustré de me dire « Oh, je reviens dedans ». J'aurais envie de me refaire tout depuis le début pour regarder. Tu vois, ça m'a fait ça avec... bon, après, on pourra reparler peut-être plus cinéma, mais sur Viking, par exemple, je sais plus combien il y a de saisons, 6, je crois, la série basique. J'avais peut-être vu 2-3 saisons, quelque chose comme ça. Moi, j'avais arrêté parce que c'était bien. C'est vrai que c'est assez redondant, tu sais, le côté Viking aussi, manger ça matin, midi et soir. Sauf que je sais que là, si je me replonge dedans, je vais retourner dès le début parce que ça fait au moins 6 ou 7 ans que j'avais regardé le début. Ok. Je n'ai pas souvenir d'une série que ça m'a fait ça, ou honnêtement, je sais plus si ça m'a pas fait peut-être de dire sur le moment, tu as vu une saison d'une série, dire ah ça j'ai hâte de voir la suite, sauf que tu attends un certain moment et la hype elle est redescendue. Ouais. Moi j'ai souvenir par exemple la série Lost que j'avais écoutée jusqu'au début de la saison 2 où là j'ai décroché, ça m'a pas manqué, tu vois, je me suis pas dit ah j'ai hâte de voir la suite, je me suis rendu compte que je m'en fichais en fait. Ouais, ça s'est essoufflé. Ça s'est essoufflé. Ouais. Moi, ça m'avait fait cet effet-là un peu avec La Casa del Papel. Au tout début, quand c'est sorti et que c'était vraiment la hype du moment, j'avais commencé à regarder comme ça. J'ai fait la première saison, j'avais adoré parce que c'était hyper dynamique, etc. On savait pas trop où ça allait. Et puis en fait, dès les premiers épisodes de la 2e saison, j'ai commencé à lâcher. Et en fait, je me suis jamais replongée dedans et j'ai pas trop aimé. Et ça m'a fait ça avec plusieurs séries. Il y en a une par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la série Suite, oui. Avocat sur mesure, j'adore cette série. Et en fait, j'ai regardé les 4 premières saisons pendant quelques mois. Et en fait, pendant 1 an, j'ai arrêté totalement, mais je savais où je m'étais arrêtée. En fait, la 4e saison, je la trouvais un peu platonique. Et en fait, je me suis replongée dedans là il y a 1 mois. Et j'ai enchaîné les 3 dernières saisons d'une seule traite et je les ai trouvés vraiment super, tu vois, comme quoi... Mais je vois ce que tu veux dire, parce que souvent dans les séries, comme il y a beaucoup d'épisodes, tu passes plus d'heures avec les personnages qu'un film, tu vois. Un film, même si c'est intense, mais tu vas peut-être passer 2 heures avec un personnage, alors que dans la série, tu vas peut-être en passer 40, 60 ou juste 25, mais c'est déjà beaucoup plus. Donc des fois, quand t'es trop dedans, ça fait du bien, comme tu dis, de prendre du recul, sortir, et après tu te rends compte aussi de « Ah, en fait, ça c'est bien », parce que tu peux vite t'habituer à la bonne qualité de la série aussi. Bien sûr. Après, c'est pareil, tu sais, quand tu regardes une première fois un film, et en fait, tu le regardes une 2e fois, une 3e fois, tu découvres toujours, tu sais, des brides différentes, où tu comprends différemment un personnage, ou sa façon de faire, et je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Puis pour justement les films, on en parlait tout à l'heure, moi c'est quelque chose j'ai un peu du mal avec le fait de voir un film en plusieurs fois, tu vois. Ouais. Parce que je trouve que par rapport à une série, déjà, tu peux t'arrêter au milieu d'un épisode, mais comme c'est rarement plus qu'1 heure et quelques, tu peux te dire, bon, vas-y, je finis l'épisode sans relancer un autre. Mais les films, j'ai un peu plus de mal parce que des fois, il y en a certains qui peuvent être un peu plus ingrats, dans le sens, au début, ça peut être le rythme un peu plus lent. Au milieu, ça peut un peu plus se dynamiser avant de retomber dans un rythme plus lent avant le dernier acte. Pour moi, le film, tu peux le juger que vraiment dans son entièreté parce que des fois, tu peux dire, oh, j'aime pas cette partie. Mais le fait de le voir en entier avec sa fin, son début et son milieu, ça te permet vraiment d'avoir les meilleurs éléments pour le juger. Tu vois. Donc je trouve que, en tout cas pour moi, le fait de le couper à un moment, ça me coupe un peu dans l'histoire. Puis si je me remets dedans après, je vais avoir du mal à me remettre dedans parce que la période d'introduction au personnage, elle sera plus là. Donc tu seras directement dans le dur aussi. Ouais, tu perds une forme de dynamisme en fait. Ouais, tu perds du rythme aussi. Je suis assez d'accord. Que je coupe un film, c'est rare que ça m'arrive. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'essayais de regarder Everything Everywhere All at Once, où en fait déjà c'est le concept, j'avais vraiment du mal un peu là. Le concept du multivers, le thématique me plaisait
pas trop parce qu'on l'avait beaucoup vu avec les films Marvel. Et puis ça allait tellement vite que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans dès le début en fait. J'ai fait une pause, je me suis dit je me reprendrai plus tard et finalement je ne suis jamais replongé. J'ai coupé à la moitié du film. En fait, j'ai même pas ressenti l'envie de me replonger dedans, tu vois. Bah, souvent, c'est un peu l'effet que ça fait. Tu dis, bon, je vais le voir jusqu'au bout pour vraiment avoir un avis, avoir un avis sur le sujet et me dire au moins j'aurais été au bout. Et en fait, quand tu arrêtes une première fois, c'est hyper dur de se remettre dedans et généralement on lâche, quoi. Non, je vois ce que tu veux dire. Et puis justement, sur le côté routine ou passion, sur le fait de voir des films, est-ce que vous trouvez qu'à force de voir des films, on ne devient pas un peu blasé? On peut perdre un peu cette sensibilité liée à l'émerveillement justement devant un film quand on regarde beaucoup. Des fois, tu peux plus ou moins faire attention à certains critères, la mise en scène, le jeu d'acteur ou le doublage, bref, plein de choses. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu peux te dire « Oh, j'ai du mal à m'émerveiller devant tous ces films ». Moi, je parlerai pas d'émerveillement, je dirais que plutôt on revoit nos standards, nos critères d'exigence à la hausse. Surtout pour les films que tu vas voir en salle, avec les retours que tu fais des spectateurs, à avoir un cinéma peut-être plus de qualité justement. On le voit ces derniers temps qu'il y a comme un rejet massif des films Marvel, DC justement, peut-être un plus d'exigence pour les blockbusters notamment. Les spectateurs n'aiment pas être pris pour des imbéciles, tu vois, attendent à ce qu'il y ait vraiment un scénario, de la qualité technique, vraiment un bon jeu d'acteur. Et je pense que là, ça permet quand même de faire un tri sur les bons et les mauvais films en soi. C'est vrai. Tu vois, les gens comme nous qui aimons vraiment le cinéma, etc. Après, je sais pas, toi, ce que tu regardes principalement comme critère quand tu regardes un film. Moi, je sais que ça va être, par exemple, le jeu d'acteur, le doublage, même si j'essaie de voir un maximum en VO. Et j'ai beaucoup de mal maintenant à regarder un doublage français. C'est très compliqué pour moi. Mais je vais regarder ça et surtout la réalisation. La qualité de l'image. J'ai encore ce truc-là d'émerveillement, tu vois, où j'ai été agréablement surprise à plusieurs reprises ces derniers temps sur certains films, notamment, je ne sais pas si vous connaissez le film Malcolm et Marie, qui a été réalisé par Sam Levinson. Déjà, le film est en noir et blanc et j'ai été émerveillée en fait de l'originalité de la réalisation et qu'en fait la caméra elle les suit dans une autre pièce de gauche à droite et j'ai été émerveillée, tu vois. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais ça m'arrive encore de l'être sur même des jeux d'acteurs, comme récemment pour Pierre Ninet dans Monte Cristo, tu vois, où je le trouve vraiment très charismatique et qui a vraiment un bon jeu. Donc ça va être surtout ces critères-là, le jeu d'acteur et la réalisation. Maintenant, Malcolm et Marie, en plus, le jeu d'acteur, c'est ce qui fait une grosse partie du film. Parce qu'en fait, c'est beaucoup... tout se passe dans un seul et même endroit tout le long du film, à se renvoyer la balle tout le temps, quoi. C'est que de la discussion, ça part dans tous les sens, il y a des hauts, il y a des bas, ça crie, puis c'est plus doux. Et non, je trouve qu'il y a une forme de dynamisme qui est assez intéressante à voir dans ce film-là. Ok. Donc c'est marrant parce que je trouvais que des fois... Souvent, quand tu es habitué à voir beaucoup de films, tu peux vite comprendre les intentions du film, qu'ils soient bons ou mauvais aussi, et les détails de mise en scène. Donc, des fois, pour quelqu'un qui ferait moins attention, cette personne-là pourrait plus se satisfaire de se laisser prendre par la main par le réalisateur et l'équipe du film, plutôt que des fois faire attention à ces choses-là. Mais on peut aussi trouver cet entre-deux. Moi, je sais qu'il y a des périodes où j'aime bien, je dis pas que j'aime bien, je suis pas... C'est pas un fantasme non plus, mais j'aime bien voir des films moins bien ou aller vers des films que j'ai jamais vus qui m'ont l'air moins bien pour après en voir des films bien meilleurs parce que ça me permet d'avoir un axe de comparaison entre les deux. Souvent, j'ai n'importe quoi, mais si j'enchaîne toute la filmographie de Scorsese, arrivé au dernier, je vais me dire « Ah ouais, ça c'est horrible », si c'est le cas en tout cas, mais je vais peut-être avoir plus de choses à lui reprocher par rapport au précédent, alors que mis en relation avec plein d'autres films, en fait, ça reste peut-être, je sais pas, je veux pas citer de film, mais ça reste peut-être dans le haut du panier, tu vois. En tout cas, chez moi, ça marche une bonne façon d'alterner film un peu moins réussi, film mieux réussi, plus travaillé ou un peu moins travaillé pour rester dans cet entre-deux-là aussi. Est-ce que vous avez du plaisir des fois à voir des films qui sont supposément moins fous? Ouais, ça m'arrive, tu vois, juste quand j'ai envie de me poser ou tu sais, juste de mettre en fond. C'est chez moi, de mettre un film que j'ai déjà vu ou qui n'est pas spécialement incroyable, mais juste parce que j'ai pas forcément envie de me concentrer sur le film, j'ai pas forcément envie de réfléchir, etc. Et là, pour le coup, c'est plus une forme d'habitude. Tu vois.
Ça devient plus une habitude de dire, bon, ben, je mets juste un fond, je vais faire du repassage ou quoi à côté. Et puis, c'est pas dans l'intention de m'émerveiller ou de me dire, ouais, je vais regarder un super film. Tu veux parler de films peut-être où on a envie de ne pas trop réfléchir, mettre Ouais. un peu son cerveau Léger. en mode off. Mm. Justement, ce que beaucoup recherchent, c'est peut-être ça aussi qui rebute certaines personnes quand on parle de films un peu art et essai ou films d'auteur. On s'attend à des films peut-être un peu trop cérébrales où les gens n'ont peut-être pas trop envie de réfléchir et préfèrent reposer le cerveau. Ce qui explique le succès de certains films. Je pense récemment à Deadpool et Wolverine, justement. Ouais. Tu sais que tu vas pas réfléchir, Mm. tu vas passer un bon moment en mode détente. Par moments, ça fait du bien aussi. Donc, tu vois, moi je trouve ça des fois un peu bizarre de dire poser le cerveau. En tout cas, c'est pas une expression, je trouve, qui marche chez moi. Parce que même si un film est moins bon ou bien, ça dépend du rythme et du contexte du film. Mais un film est un film en soi, puis il a été créé, une caméra, etc. Après, il y a plein de choses qui peuvent séparer certains films d'autres. Tout film amène à une réflexion, tu vois. Après, ça peut être plus ou moins poussé ou quoi. Tout amène à une réflexion qui soit peut-être plus serrée sur le contexte d'un film ou un peu plus large sur le réalisateur, une tendance ou autre. Ça dépend, je te dirais aussi. Si t'es une personne à regarder aussi les bandes annonces avant d'aller voir un film, ce que moi je fais, tu vois une bande annonce, tu te dis ça va être peut-être un navet ou un nanar. Bon, peut-être que je vais y aller quand même parce que je sais que ça va me faire rire. Je sais que c'est pas le film de l'année, mais je vais y aller en sachant que je vais rigoler, tu vois. Il y a peut-être ça aussi. Tu sais déjà peut-être à quoi tu vas t'attendre, que c'est pas le film de ouf, mais comme tu dis, ça peut être aussi un moyen de rééquilibrer aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, voir un autre film de meilleure qualité, on va dire ça, par exemple, voir un Scorsese et voir un AV à côté, ça permet après de resituer les choses. Je trouve que justement, je vois très bien ce que tu veux dire. Des fois, on peut un peu mélanger aussi entre le style d'un film qui peut être plus léger, je sais pas si on dit une comédie, un film de super-héros ou ce genre, ou un film d'action, avec un bon ou un mauvais film. Parce que, tu vois, il y a des films qui peuvent paraître plus légers que je trouve des navets, mais à l'inverse, il y a des comédies qui sont légères, mais qui sont incroyablement bien faites par le jeu d'acteur, par l'histoire, les rebondissements, ce genre de choses. Donc moi, je trouve que c'est plus la capacité de l'œuvre à se foutre de la gueule du spectateur ou pas, tu vois. C'est plus ça aussi suivant le contexte. Et tu parlais tout à l'heure de Deadpool et Wolverine, je l'ai pas vu, mais des fois ça peut être plus ou moins lié à son succès au box-office aussi. Des fois ça peut être très bien puis bien marché, comme l'inverse également. Ouais. Après, tu sais, moi je trouve que c'est le genre de film, parce que j'ai regardé, je pense que tu as regardé tous les Deadpool par exemple, et j'ai été voir comme toi au cinéma Deadpool et Wolverine, parce que c'est deux sagas que j'adore. Tu vois, typiquement quand je l'ai vu, je me dis, bon, je l'ai vu une fois et pas le film que je regarderai forcément avec plaisir, tu vois, une deuxième fois. Tu te dis, je suis contente de l'avoir vu et au moins je me faire mon avis, quoi. Cette légitimité-là, tu vois, à dire il était bien, il était pas bien et à critiquer plus ou moins le film, quoi. Faut le voir pour pouvoir le juger de toute façon. Ouais. Après, ton avis, c'est le tien, mais c'est dur comme tu disais, de juger sur une bande-annonce. Avant, quand j'étais ado, je regardais tous les bandes-annonces, tous les teasers, tous les trailers pour vraiment les films qui me passionnaient. Mais depuis, je le fais plus parce que je trouve que t'es souvent spoilé aussi. Puis des fois, dans le rythme, on peut te faire comprendre une intention du film. Puis en fait, vraiment, comment il est construit, pas de la même façon qu'a été vendu dans la bande-annonce. C'est ça. Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que sur les bandes annonces, des fois, c'est traite parce que ça te spoil. Ou même ce qu'il arrive parfois, c'est que tu vois des choses dans la bande annonce qui se retrouvent pas dans le film. C'est rare, mais ça arrive aussi. Je trouve que c'est rare aujourd'hui d'avoir une très bonne bande-annonce. Alors, ça existe encore, mais je trouve de moins en moins. Et souvent, je me fais la réflexion typiquement dans les films d'action ou les films d'humour, tu sais, les comédies françaises, où en fait, tu vas avoir tous les bons moments condensés dans la bande-annonce. Et en fait, quand tu regardes le film, tu te dis, en fait, c'était juste ça. Du coup, tu es déçu. Tu perds ce plaisir-là, finalement, de regarder le film parce que tu as vu la bande-annonce avant et que du coup, tu n'as plus de surprise derrière, tu vois. Ça te laisse un goût amer. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire pour les bandes annonces. Puis c'est aussi pas facile pour un réalisateur de trouver l'équilibre entre le fait de rester accessible pour les gens qui peuvent être le plus attentifs à certains points et en même temps ne pas ennuyer les spectateurs plus casual, quel que soit le type de film, que tout le monde puisse apprécier le film aussi pour ce qu'il est, dépendamment du thème du film, tu vois. Est-ce que vous avez des exemples des fois de films comme ça ou qui arrivent à justement être accessibles à un large public, mais qui dans certains points, va quand même au bout de ses idées.
Alors attends, il faut que j'aille chercher dans Ah, tous les films Ouais, que j'ai vus. je pensais à une problématique, encore Marvel et DC justement, où en fait Marvel avait beaucoup misé sur l'humour pour rendre vraiment accessible à tout public ces films. Et DC a essayé de s'embarquer à faire la même chose avec moins de réussite parce que je pense qu'ils ont voulu faire ça pour pas s'embarquer sur vraiment des choses plus sombres. Parce que j'avais lu quelques comics, tu vois, où il y a vraiment des comics, des histoires sombres, notamment autour de Batman ou d'autres héros. Et là, si tu pars là-dedans, tu sais que tu vas restreindre le public en fait. Ça va être plus un public plus adulte et là, tu vas pas faire autant d'audience. Je me fais cette réflexion-là, tu sais, sur le dernier Thor. Je sais pas si vous l'avez vu. c'est Love and ouais. Thunder. Et en fait, j'ai été hyper déçue parce que justement, le premier, il est tout public, mais je trouve qu'en tant qu'adulte, tu prends du plaisir à le regarder, tu vois. Et en fait, celui-là, j'ai été hyper déçue dans le sens où ils axent vachement en fait sur l'humour, etc. Et en fait, c'est trop présent, ça prend trop de place dans l'histoire du film. Cette sensation-là, quand je suis sortie, de me dire, finalement, c'est plus pour un public plus jeune, plus pour les enfants, etc. Et en fait, je me suis dit, mais les adultes, les gens comme moi, tu vois, est-ce qu'on peut réellement apprécier ça quand t'as vu les premiers Thor ? Enfin, tu vois, c'est toute cette réflexion que je me suis faite et j'ai été vachement déçue parce que justement, c'était trop axé sur l'humour, c'était trop enfantin et ça a perdu un peu de son charme par rapport aux autres Thor, quoi. Mais est-ce que par rapport à celui-là, est-ce que c'est pas juste parce que le film était mauvais aussi? Ah Dans oui, le sens où tu oui. vois sur des films qui peuvent être sombres, bon, pour reprendre un exemple Marvel, enfin Sony avec leur duo de films là sur Spider-Man, les films animés. J'ai pas vu le deuxième qui est sorti l'année passée, c'est Across the Spider-Verse. Mais en tout cas, j'ai pas vu le deuxième, mais j'avais vu le premier. Puis ça garde le côté Marvel justement très comics, le côté quand même sombre dans l'histoire de Spider-Man. Et tu peux largement le montrer à un enfant, bon, pas 3 ans non plus, mais un enfant quand même assez jeune. Il peut totalement kiffer le film, comme un adulte peut totalement kiffer, mais parce qu'en fait, juste, le film est bon. Donc en fait, il s'adresse aussi à plusieurs publics, mais en soi, comme le film est bon, ça marche pour tout le monde. Et pour rebondir là-dessus, en fait, c'est une problématique qui arrive dans des films, des sagas de films, mais qui se font sur plusieurs années où en fait tu vas avoir un premier film axé sur telle génération et tu refais des suites qui vont tourner peut-être 15-20 ans après et là tu fais le choix en fait de cibler plus à la nouvelle génération quitte à ce que tu perdes la génération des premiers films en fait. Et c'est là la difficulté de pouvoir toucher toutes les générations. C'est vrai. Pour te donner un exemple, peut-être, il y a plein d'exemples avec de la mode, des reboots, des remakes. C'est comédie policière, le Netflix qui a fait le flic de Beverly Hills 4. Ouais. J'ai pas accroché. Bon, moi, j'adore les deux premiers, le troisième, j'en parle pas, ça a été une déception, mais ça a X années. Mais le 4, c'est vraiment plus sérieux, justement. Et puis, moi, je l'ai écouté en VF parce que le doublage en VF, initialement, je l'aimais. Bon, le doubleur officiel est décédé, ça, c'est quelque chose de la vie. C'est différent, c'est trop sérieux. Ça m'a perdu. Ça m'a fait un peu ça avec les remakes de Dirty Dancing. Je crois une ou deux versions modernes après, par rapport au premier. Ça se présente plus pour une nouvelle génération, même si je suis pas de la génération du premier Dirty Dancing. Tu sais, ça reste un film culte. Et du coup, tu sais, tu perds un peu ce charme. Ouais, ce charme-là, en fait. Mais est-ce que vous aviez vu le film Mean Girls? Je crois en français, le Oui. titre c'est Lolita malgré moi. Ouais. L'année passée, ils ont fait un remake aussi. Ouais, j'ai pas voulu le voir. Non, ça, je veux pas le voir non plus. Mais déjà, juste, j'avais vu la bande-annonce, mais il y a aucune utilité de faire ce genre de remake. Tu vois, là-dessus, tu peux peut-être l'aimer, mais en soi, si de base, il n'y a pas de vraie volonté et utilité à faire des films comme ça, que le film soit bon ou pas. Le fait de regarder des films, justement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les films tous les jours, des fois de façon un peu machinale, sans forcément s'atteler sur des détails, en le lançant au fond ou sans faire attention à certains éléments qui le composent. Mais est-ce que c'est pas eux qui, justement, ont raison de juste se laisser rentrer dans un film sans réfléchir à plein d'éléments, en se laissant happer par le récit à l'état pur? Je pense que tu peux avoir de bonnes surprises. Par exemple, quand tu te dis, je vais mettre un film en fond, mais sans faire trop attention, tu vois, et en fait, tu peux être agréablement surpris. Enfin, ça m'est jamais encore arrivé, mais je pense que pour certains, ça peut l'être. Je sais pas, toi, Geoffrey? Ça dépend, je te dirais, du film. Peut-être assez cérébral, où il y a des choses
des éléments métaphoriques dans le film. Tu regardes comme ça, sans trop faire attention, tu peux peut-être passer à côté du film, ou c'est le genre de film que tu as besoin de faire un deuxième, un troisième, un quatrième visionnage. Je pense par exemple, récemment à Megalopolis, où moi je suis un peu passé à côté de certaines choses. Peut-être qu'il faudrait plusieurs visionnages pour tout comprendre. Ça dépend, je pense, du choix du film que tu écoutes. Je peux te donner un exemple. Mon frère, c'est pas quelqu'un qui fait forcément attention à tous les éléments d'un film, même s'il les connaît. Mais par exemple, la série Jurassic Park, c'est un grand fan et à chaque fois, il est émerveillé de tous les regarder. Tu vois, il rentre vraiment dans cet univers-là. Tu vois, tu peux un peu plus faire attention à dire oh ces effets-là ont un peu vieilli, c'est un peu moins comme ça, ou à l'inverse tu parles des nouveaux, c'est les effets font un peu moins réussi. Mais tu vois, quelqu'un qui peut juste se laisser rentrer dans l'univers, que ce soit bien fait ou pas, ça peut aussi l'occasion de passer un bon moment et de pas réfléchir à d'autres intentions non plus. Ça m'avait fait un petit peu ça avec Les Seigneurs des Anneaux. Ok. J'ai regardé ces films-là très tard, tu vois, peut-être il y a 2 ans, tu vois, où j'ai commencé vraiment à me mettre dedans. Déjà, j'avais regardé d'un point par curiosité et pour ma culture, on va dire. En fait, j'ai compris un peu ce que les fans aimaient dans cette saga-là, etc. Je l'ai compris, l'univers. Pour autant, même si j'adore le fantastique, l'action, etc., j'ai trouvé que comment était conceptualisé le film, avec les longueurs, le fait que ça soit trop long, j'ai décroché, tu vois, et j'ai eu du mal à rentrer dedans. À rentrer dedans, ouais. Et j'ai regardé les 4. Hein. Ouais. Et franchement, Les 4 il y en a 3, non, 3 ou 4. Il y en a 3, bah, Il y en a plus 3. Les Hobbits aussi. Ouais. Donc c'est 3 ou 6. Ouais, mais j'ai regardé aussi les Hobbits, donc j'ai tout regardé. Mais ouais, Les Seigneurs des Anneaux, j'ai vachement eu du mal par rapport à ça. Alors que je pense qu'en soi, tu vois, ça aurait été réalisé différemment et plus court. Peut-être que j'aurais eu plus de facilité à rentrer dans l'univers, à m'accrocher aux personnages, etc. Tu vois. Mais le fait qu'il y ait trop de longueur, ça a coupé un peu ce truc-là, quoi. D'où d'ailleurs le fait que tu aies dit 4 films alors qu'il y en a 3. Ça veut dire que tu as eu l'impression qu'il y en a eu encore un autre, un film juste avec des scènes trop longues pour toi. Ouais. Mais tu vois, là-dessus, sans rentrer dans trop de détails non plus, mais le Seigneur des Anneaux, comme plein d'autres franchises, il y a plein de gens qui sont vraiment à fond pour le côté univers et moins pour le côté filmique. Aussi. Comme Harry Potter. Harry Potter, il y a eu 3 ou 4 réalisateurs différents, je crois, sur toute la saga. Et chacun a ses styles différents. Et pourtant, la plupart des gens, même si chacun a un peu son film préféré, bah, au global, c'est soit t'aimes l'univers d'Harry Potter ou pas, mais tu vas pas te dire j'aime l'univers, mais que au début, que à la fin. Après, c'est plus rentrer dans d'autres détails, mais au global, soit t'es dedans, soit c'est pas dedans aussi. Et à quel point est-ce que vous définiriez, que ce soit la vôtre ou en général, la passion pour un film ou le cinéma en général, comment est-ce que vous la ressentez et la matérialiser? Ça revient un peu peut-être à ce que tu disais au tout début, c'est comment faire la nuance entre passion et consommation. Et pour toi, la consommation, donc, c'est quelque chose qui existe réellement alors? Ah ben moi, c'est avec l'effet plateforme, je pense qu'on y contribue tous, consciemment ou inconsciemment. Puis je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui fait du mal, je ne vais pas dire qui peut, mais qui fait du mal aussi au cinéma, à la fréquentation en salle. J'avais une anecdote là-dessus, c'est que j'ai été voir un film au cinéma et je me suis rendu compte qu'il est sorti en plateforme sur Netflix 1 mois ou 2 mois après. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, mais en fait, j'aurais pu attendre 1 mois ou 2 ». Mais en fin de compte, je pense que c'est ce que font beaucoup de gens. Ils attendent que le film sorte sur les plateformes, d'où l'explication pourquoi il y a moins de fréquentation en salle. Et je trouve ça dommage parce que, tu vois, finalement, l'expérience de cinéma, elle se perd. Et tu vois, c'est pas la même chose de regarder un film dans une grande salle, assis confortablement, tu vois, avec un bon son, un bon écran, etc. Et le regarder chez toi sur ton canapé, à la télé. Enfin, tu perds en fait toute l'expérience finalement de regarder et d'apprécier un bon film, tu vois. Je suis totalement d'accord, parce que juste les conditions de film dans un cinéma, de base quand j'y vais, tous les films je pourrais les trouver incroyables en fait. Juste parce que les conditions sont bonnes, ça me permet vraiment de rentrer dedans, tu vois. Même au point des fois d'avoir peut-être un peu de mal à avoir du recul là-dessus, puisque l'écran est tellement grand que le film tu te le prends vraiment en pleine poire, quoi. Là où je trouve à la maison, comme tu as un peu plus de recul, en soi tu as le contrôle. Si tu veux mettre pause, tu mets pause. Donc c'est toi qui veux dire à l'acteur d'arrêter de parler, tu peux le faire, tu vois. Là où dans les salles de cinéma, t'es embarqué dans l'aventure. Et donc, c'est là où c'est le plus immersif parce que
toi, tu es dedans, puis le film, il va avancer. Donc, si tu pars, mais le film, il va avancer sans toi. Tu vois. Ouais. Donc, c'est un engagement différent, comme tu dis aussi. Mais là, je crois que ces derniers mois-là, je crois que, enfin, surtout en France, les entrées en cinéma commencent à reprendre un peu par rapport au post-Covid, tu vois. Je pense que ça reprend. Là, il y a pas mal de films qui sont sortis dernièrement, qui ont, à plus le Festival de Cannes, qui ont été mis en lumière. Mais pour pour revenir à ta question, moi, j'étais une adepte, tu vois, de cinéma, parce que j'avais l'abonnement UGC Ouais. avant, et j'y allais au moins entre 2 à 3 fois par semaine, ce qui est énorme, hein. Ce qui est vraiment énorme, avec beaucoup d'avant-premières, etc. Et je consommais moins, à contrario, tu vois, les plateformes, Netflix, Prime, Disney. Mais par contre, depuis que je suis arrivée à Montréal, j'ai pas retrouvé une offre, tu vois, d'abonnement égale à l'UGC, et j'ai été déçue même. Et du coup, je vais beaucoup moins au cinéma. En plus, je trouve que les conditions, les salles ici sont pas les mêmes. Je trouve que elles sont encore un peu dans le jus, un peu vieillot entre guillemets. Et je trouve que du coup, l'expérience est différente. Mais par contre, du coup, depuis que je suis arrivée, je consomme 3 fois plus les plateformes qu'avant. Ouais, finalement, je regarde moins de films, mais plus de séries qu'avant. Ça a changé là depuis 2-3 mois. Je trouve ça dommage parce que, comme tu dis, finalement, je contribue à cette surconsommation des plateformes et moins au cinéma. Alors que pourtant, moi, je voudrais le contraire, tu vois. Donc ta passion évolue suivant les conditions avec lesquelles tu arrives à voir un film Ouais. ou non. Là où tu te trouves, ton environnement finalement. Est-ce que tu as eu les mêmes problématiques aussi ou est-ce que toi juste ça te dérange pas, tu fonces et C'est amusant parce que moi c'est plutôt l'inverse actuellement, c'est que moi j'ai consommé plus sur les plateformes et là je vais plus justement 2 à 3 fois par semaine au cinéma. J'ai un abonnement à l'année aussi. Ouais. Mais je me suis fait exactement comme toi cette réflexion qu'il n'y a peut-être pas une offre similaire à ce que tu as en France notamment. Je pense que tu parles peut-être de séances illimitées ou GC. C'est ça. Et même, je trouve qu'il n'y a pas assez d'événements promotionnels que j'ai pu voir, par exemple, en France. Peut-être plus dans des sagas, tu vois, où il y a des soirées à thème, par exemple. Je me rappelle qu'en France, quand il y avait Avengers 2 qui est sorti, ils faisaient une soirée Avengers, ils diffusaient le 1 et après le 2, peut-être à partir de minuit ou des choses comme ça. Il y a pas des événements comme ça ici où, tu sais, par exemple, un marathon Harry Potter, marathon Seigneur des Anneaux ou Matrix. Il y a pas de ces événements comme ça ici. Je trouve que c'est bien dommage, en fait. Après, je voulais dire qu'ils ont moins de chaînes de cinéma ici. Mais par contre, ils ont plein de petits cinémas indépendants. Je trouve ça bien parce qu'en plus, ils mettent vachement le cinéma québécois en avant et je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Mais il y a plein de films, tu vois, qui sont sortis là récemment et tu sais, j'ai cette frustration-là de me dire finalement, je peux pas les voir parce qu'ils sont pas encore sortis ici. Et en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Je vais devoir attendre que ça sorte sur les plateformes pour les voir et je vais perdre finalement cette expérience-là de le regarder dans une vraie salle de cinéma. Et parce que, pour revenir à ce que tu disais, j'ai l'impression que justement en Amérique du Nord, j'ai l'impression que les gens sont encore plus dans la consommation de films, mais même dans les salles. Et qu'il y a un peu moins justement ce côté passion, je ne saurais pas dire, mais ce côté événementiel, comme tu dis, où en France déjà plus d'avant-premières, c'est plus généralisé dans plus de cinéma, même si ici il y a des distances en Amérique du Nord qui peuvent être différentes, mais il y a plus d'avant-premières quand même, je trouve, en Europe pour un film, et pas juste à Paris. Il y a plus de marathons, de ce genre de choses. Donc comme si les salles essayaient de se débrouiller d'elles-mêmes, créer un côté événementiel au-delà du film et de l'appréciation que tu peux en avoir. Je pense que c'est une volonté aussi de faire revenir les gens en salle par rapport à avant, tu vois. Donc forcément, ils vont mettre des choses en place, des événements, ils vont mettre beaucoup d'avant-premières. Hein. Quand tu regardes la liste des avant-premières en France, tu vois finalement que tu en as dans toutes les villes de France, tu vois, que ce soit à Strasbourg, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, etc., tu vois. Et je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, ça te fait déjà venir les cinéphiles, mais venir aussi d'autres personnes qui sont pas forcément autant accros au cinéma et qui sont plus adeptes des plateformes, et je trouve ça bien. Ça, après, ce qui peut rebuter effectivement par rapport à la fréquentation en salle, c'est qu'il y a aussi l'argument des incivilités. Plus on le voit plus pour les films d'horreur en tout cas. Enfin, moi, c'est plus ça que j'ai vécu. Et tu as aussi les prix pratiqués dans les cinémas. Moi, j'ai eu l'expérience aussi que je voulais voir un film plus art et essai qui était dans un petit cinéma à Montréal, pas près de chez moi. La séance était à 15$ et je l'ai trouvé en location en plateforme pour moitié prix, tu vois. Ah ouais. Donc déjà, ça aide pas non plus.
Non, ça, le prix, ça joue toujours un gros facteur. Ouais. aussi. Puis aussi, c'est ça, je pense que la fréquentation, quand on parlait, je pense qu'elle est plus ciblée maintenant. Je pense que les personnes vont plus cibler le film qu'ils vont aller voir en cinéma. Voire peut-être les C'est films vrai. qui sont plus attendus dans l'année. Parce que justement, ils sont fans d'un certain acteur, une certaine actrice qui va jouer dans ce film-là, et donc forcément, ça va. Ou parce que c'est tel réalisateur. Non, je suis d'accord, je sais que là-dessus, sur des films à voir en salle, je préfère y aller quand mon niveau de confiance en le film est très élevé, tu vois. J'aime pas avoir une déception justement en salle et me dire oh ça je suis déçu ou c'est totalement nul. Pour ce genre de film, je préfère les voir ailleurs, en DVD, à la maison ou sur d'autres moyens, des plateformes ou quoi. Mais en salle, j'avoue que j'aime pas être déçu. Je vais écouter quand même un peu les critiques, même si j'entends des mauvais, je vais quand même faire ma propre idée. Je vais aller voir le film, là récemment Joker 2, justement, j'ai entendu des mauvais retours. Je suis allé le voir quand même. Je me suis fait ma propre idée, j'ai été déçu. En fait, c'est toujours un peu comme une loterie. Tu vas voir un film, tu sais pas d'attendre, c'est bien, c'est pas bien. Ça m'est même arrivé de voir des films avec une appréhension parce que j'ai des mauvais retours et finalement j'en suis ressorti en me disant c'était pas la catastrophe non plus. Ouais. Et ça m'a fait un peu cet effet-là avec le dernier Astérix Obélix qui a été réalisé par Guillaume Canet, où il a été vachement critiqué. J'ai trouvé ça dommage parce que il y a eu vachement. Enfin, quand tu prends tout le travail qu'il y a en amont pour faire un gros film de cette envergure-là, sachant qu'ils ont tourné en plus en plein Covid, ils ont dû reconstituer le village chinois, etc. Et quand je me dis, en fait, il prend énormément de critiques, alors certes, il y a peut-être des choses, c'est pas comme les premiers Astérix Obélix, mais je trouve qu'en tant que passionné, tu sais, on est moins dans ce truc-là de dire il est nul ou c'est bien. Il y a des choses qui sont bien, etc. On va argumenter et on va dire, ok, mais en amont, il y a tout ce travail-là aussi derrière. Enfin, moi, je sais que c'est ça que je prends en compte également quand je me fais une réflexion ou une critique de film, tu vois. Et j'ai trouvé ça dommage parce que il a été vachement critiqué, alors qu'en fait, quand tu regardes, il n'est pas si catastrophique que ça, tu vois. Et il fait rire. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais dans la salle, les gens rigolaient, tu vois. Les gens rigolaient et derrière, tu vois qu'il est critiqué, alors qu'en fait, les gens, ils rigolent quand même dans la salle. C'est un peu contradictoire. Mais c'est ce qu'on disait aussi. Il y a une partie des gens qui rigolent, qui peut-être à la maison, le film l'aurait laissé en fond, puis aussi rigoler, mais peut-être se serait moins engagé dedans parce que tu es à la maison et que tu as le pouvoir sur le film aussi. Est-ce que vous avez un rêve en lien avec le cinéma ? Bah, moi, je trouverais ça incroyable d'avoir une entrevue avec Xavier Dolan. C'est un de mes réalisateurs préférés. C'est pour ça que tu es venu au Québec alors ? Oui et non. Ah. D'ailleurs, je vais voir un de ces films là bientôt. Il y a une rediffusion en 35 mm. Ça serait un de mes rêves, ouais, je dirais ça, une entrevue avec un de mes réalisateurs préférés. Un des rêves en lien avec le cinéma, peut-être assister effectivement à un festival comme le Festival de Cannes, être vraiment assez proche des acteurs, des actrices, ou même être une petite souris pour assister à la cérémonie Golden Globe ou des Oscars, ça serait vraiment incroyable. Et toi ? Parfait. Je dirais plus voir les coulisses, comme tu parlais tout à l'heure, l'exemple d'Astérix, la manière dont ils ont construit les choses, qui donne après le résultat qui peut être apprécié ou non. Je dirais plus ces choses-là, comme peut-être pas forcément participer, mais voir ou assister justement un peu à toutes ces choses-là. Parce que des fois, ça peut être très bien fait, le côté coulisses ou production, puis le film ressemble à rien. Puis des fois, c'est l'inverse, c'est le bordel, les gens sont toxiques, il y a rien qui va. Puis en fait, tu sais pas pourquoi, puis juste le film, il fonctionne en tant que tel. Tu vois. Donc, ça serait sur les plateaux de tournage, assister ? Ouais, mais ça, je sais pas, ce serait plus le voir dans son entièreté, tu vois. Parce que tout se joue pas non plus que sur les plateaux, mais même pas juste le côté vraiment tournage, le côté un peu réflexion, on va faire tel choix plutôt qu'un autre, plus ce genre de choses. Tu sais, des fois, les questions qu'un peu tout le monde peut se poser, un peu de mais pourquoi ils ont pensé à ça, pourquoi ils ont fait tel choix, comme on parlait tout à l'heure, pourquoi ils ont remake ce film et pas mettre de l'argent sur autre chose, plus ces choses-là, tu vois. Ok. Je crois que j'ai changé de rêve. Je pense que finalement, ça T'as serait... changé de rêve. Ouais, j'ai changé de rêve. Ça serait pas forcément avoir une entrevue avec un de mes acteurs préférés, mais ça serait genre avoir une idée de film ou de série et genre aller voir un de mes réalisateurs préférés et leur dire tiens, j'ai cette idée-là, est-ce que tu peux le réaliser ? Et genre voir le résultat. Ah ouais, comme ça, vraiment. Tiens, tu crées un scénario et tu le vends. Ce qui n'arrivera jamais ou pas, on ne sait pas, hein, sur un malentendu, mais ouais, ça serait fou.
Abonne-toi à Vie de Personne pour ne surtout pas louper un épisode sur YouTube, YouTube Music, Spotify, Deezer, Google Podcast et Amazon Music. Et dis-nous si tu fais partie de ceux qui lancent un film sans se poser de questions ou ceux qui ont tendance à être passionnés par les moindres éléments qui le composent, sachant que, comme on l'a dit, on peut trouver un petit entre-deux aussi. Pour l'accessibilité des rêves, on parlait justement des réalisateurs, des cérémonies, puis des tournages dans l'émission d'avant, l'épisode d'avant. Donc comment est-ce que vous avez en tête le fait de réaliser un rêve? Je ne sais pas si vous en avez déjà réalisé un, si vous avez une liste de rêves, s'ils sont interchangeables aussi. Comment est-ce que vous procédez pour essayer d'y arriver? Moi, j'ai mis quelque chose en place il y a 1 an. Et je pense que ça va devenir un rituel parce que jusqu'à présent, ça a marché. C'est qu'en fait, en fin d'année, la dernière semaine, vers Noël et un peu avant le Nouvel An, j'écris une lettre, genre tu sais, de la moi actuelle à la moi dans 1 an, avec un peu le résumé de mon année, mes ressentis, etc. Et en fait, une liste de quelques objectifs. Ça peut être un objectif, comme ça peut être 3-4 objectifs qui sont potentiellement réalisables, tu vois. Et en fait, je m'écris ces objectifs-là, ils sont écrits devant sur mon bureau, j'ai une note dans mon téléphone et en fait, tu les vois tout le temps. Et c'est un peu ce truc-là de la loi de l'attraction. Je sais pas si vous connaissez un peu ce concept-là de penser positivement et tu auras des expériences positives qui vont arriver. Ou au contraire, si tu penses tout le temps négativement, tu auras des expériences négatives. Enfin, tu vas attirer des expériences négatives. Et c'est un peu ce truc-là de dire, voilà, j'ai ces objectifs-là, ce sont des objectifs à atteindre, des rêves que je veux qui se réalisent. Et en fait, je vais faire vraiment un focus dessus. Et en fait, tu vas commencer à mettre en place des réflexions pour les atteindre. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quel rituel je vais mettre jusqu'à que ça arrive et que ça se réalise, quoi. Un processus bien rodé. Ouais. Mais c'est un peu une bucket list en fait ce que tu fais, non? Ouais, c'est un peu ça, en y pensant tous les jours. Tous les jours. Et je pense que c'est vraiment un mood à avoir, tu vois, et de te dire, j'en suis capable, je vais y arriver à penser positivement, etc. Et si tu mets des choses en place et que tu travailles dessus t'as aucune raison que ça ne se réalise pas, tu vois. Voilà. Du moment qu'après, c'est des rêves qui sont, on entend réalistes. Réaliste, atteignable, C'est ça. évidemment. Mais justement, qu'est-ce que tu définis par rêve réaliste? Rêves réalistes, c'est qui te sont accessibles, c'est-à-dire des choses que tu es capable de faire dans le temps et que tu as les ressources nécessaires pour le faire. La première chose qui me vient en tête quand je parle de ressources, notamment financières. Et à quel point est-ce que, justement c'est intéressant, mais à quel point est-ce que toi tu trouves que tes rêves soient facilement accessibles et réalisables? Ça, Genre vraiment... c'est une vraie bonne question. Ouais, non c'est ça, mais dans le côté réaliste, parce que tout le monde après a des contextes différents, tu parlais financier, mais même l'éducation ou juste l'endroit où tu habites aussi sur la planète, tu vois, par quelle chose réaliste tu pourrais vraiment appliquer à tes rêves? Ça dépend de quel est ton rêve. Par exemple, je vais prendre un rêve que j'ai. Moi, c'est un rêve de voyage, de visiter les Rocheuses aux États-Unis. Là, les contraintes, ça va être une contrainte de temps, la disponibilité, il y aura une contrainte financière, contrainte logistique aussi. Vraiment planifier ça. Ça, c'est les principales choses que je vois à faire. C'est pas irréaliste en soi, ça me semble-t-il. Je veux dire, quelqu'un qui va avoir un rêve de devenir acteur un jour, je veux dire comme ça, de tourner un film avec Leonardo DiCaprio. C'est inatteignable. Honnêtement, je pense pas que c'est impossible, mais je pense par exemple qu'il va y avoir une part de chance. C'est de longues années d'études en cinéma, de jeu d'acteur, se faire repérer dans des castings, c'est pas la même chose. Faut mettre plus de choses en œuvre pour y arriver, mais c'est pas le même résultat non plus. Exactement. Okay. Tu disais tout à l'heure un peu ton cheminement que tu as tous les jours pour arriver à tes objectifs. Est-ce que toi, tu as quelque chose, une méthode que tu appliques ou juste tu le fais au fur et à mesure pour accéder à ton rêve, là par exemple d'aller dans les Rocheuses américaines? Non, j'ai pas de méthode à appliquer. Déjà, je pense que la première chose, ça va être plus à réfléchir déjà dans le temps, quand est-ce que tu veux te fixer cet objectif. Je l'ai pas fixé dans le temps, tu vois. C'est quelque chose que j'ai en tête, mais j'ai pas encore défini à quel moment je vais le faire. Mais tu as déjà dans l'esprit l'idée que tu vas le réussir, donc c'est déjà bien. Oui, exactement. Pour rester sur la mentalité positive que tu disais tout à l'heure aussi, tu sais que tu vas le faire. Tout à fait. C'est un bon début. Oui, c'est déjà ça.
Juste, tu te mets pas la pression pour le moment de dire. Non, c'est ça. Effectivement, je comprends ce que tu voulais dire. De dire, ah, j'ai envie de faire ça, mais je vais jamais y arriver. C'est ça que tu voulais dire. Ouais. Non, je comprends. Non. Je pense pas avoir tu vois, un rêve qui est irréalisable non plus, quoi. Et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'irréalisable? Ça dépend, c'est quoi ton rêve? On en revient toujours là-dessus. Ouais. Non, mais tout en respectant les lois de la nature et les choses scientifiques, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'irréalisable, tu vois? On part sur un côté très philosophique là. Ouais. Non, c'est ouais. ça. Bah, après, on peut rester sur des exemples plus concrets. Tout comme on parlait, en ayant des prédispositions différentes, de l'accès à des moyens, de la culture ou de l'éducation, ou juste des connaissances, un Ouais. réseau. Mais au-delà de ça ou avec ça, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent vraiment irréalisables? Non. Enfin, pour moi, non, parce qu'à partir du moment où tu te donnes les moyens d'eux et que tu agis positivement et que tu essaies de mettre des choses en place, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Mais ben, bien sûr, ça peut arriver parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, tu vois. Je vais prendre un exemple très concret. C'était mon rêve de venir vivre à Montréal. Et Dieu sait que j'ai voulu baisser les bras et abandonner parce que j'avais des problèmes administratifs constamment. Et je me disais, mais en fait, je partirai jamais. J'ai beau mettre tout ce que je veux en place, faire tous les papiers nécessaires, etc. En fait, à un moment donné, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'immigration, tu vois. Donc, typiquement, ça, c'est le genre de rêve que tu peux faire en sorte d'y arriver parce que tu mets tout en place. Mais en fait, au bout d'un moment, tu peux avoir des bâtons dans les roues aussi parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, tu vois. Je pense qu'en fait, le truc qui est inatteignable, c'est quand ça ne dépend pas de toi, mais d'une tierce personne ou quelque chose que tu peux pas contrôler, en fait. Je pense que l'un des facteurs les plus importants dans le fait d'accéder à l'aboutissement de son rêve, c'est surtout d'être patient. Bien sûr. Et c'est ça qui fait tout le charme du rêve aussi. Je veux telle chose tout de suite, tu l'as, ou dans quelques jours, quelques mois. Après, est-ce que tu vas le savourer autant que, comme tu dis, si tu as galéré des années et des années à avoir des papiers pour habiter dans la destination de ton rêve, bah, tu vas l'apprécier différemment aussi. Bien sûr. Mais je pense que c'est là aussi un peu la définition du rêve, c'est-à-dire que si tu peux l'avoir instantanément, tu perds un peu ce charme-là, tu sais, d'avoir réalisé un rêve, tandis que si tu mets des mois ou des années à y accéder, t'as plus ce charme-là en disant, ben voilà, ça a été long, mais j'y suis arrivée, où j'ai tout mis en place et je suis content parce que je suis récompensée, entre guillemets, tu vois, où ça a pu se faire. Ouais, je pense que ça a plus de charme quand t'as cette mentalité-là, où parfois, tu sais, t'as des gens qui sont impatients, qui veulent tout de suite. Je sais que ça m'arrive d'être un peu comme ça. Quand ça prend du temps et quand, tu vois, t'as eu plusieurs échecs parfois en amont, ben, t'as plus cette satisfaction-là et ce plaisir-là derrière. Donc le bon combo, c'est détermination et patience. Ouais, je pense. Enfin, selon moi. Oui, c'est vrai que tu peux être facilement peut-être blasé justement si tu as accompli ton rêve de suite. Ou alors, il faut que tu réfléchisses vraiment à une liste de rêves, dire bon, j'ai fait ça, je passe au rêve suivant. Je te dirais peut-être qu'il y a aussi deux types de rêves. J'y pensais, je dis peut-être le rêve ponctuel et le rêve sur la durée. Je m'explique, c'est-à-dire un rêve, faire un voyage, tu le fais. Demain, je vais être entrepreneur, je vais avoir ma propre entreprise. Je dirais sur la durée parce qu'il faut que l'entreprise, elle dure dans le temps aussi. C'est pas juste, hop, j'ai le statut d'entrepreneur. Il faut vraiment que ma compagnie, je la fasse durer pendant X années. Justement, c'est assez malin ce que tu dis parce que le fait d'avoir un rêve, c'est quelque chose, de l'accomplir, c'est une autre, mais de le faire perdurer derrière, suivant ce que c'est encore une fois autre chose. Tu parlais tout à l'heure des rocheuses, mais le but, c'est pas juste tu mets le pied là-bas puis tu repars, c'est aussi aller au bout de ce voyage-là. Si tu parlais du fait de créer son entreprise, c'est pas juste, comme tu dis, avoir les papiers, ça y est, je suis auto-entrepreneur, c'est qu'est-ce que t'en fais derrière, tu vois. Bien sûr. C'est tout le cheminement, comme on en parlait un peu par message, où tu évoquais le youtubeur Inoxtag qui fait toute une épopée pour grimper l'Everest. En fait, c'est qu'est-ce que tu en tires derrière, qu'est-ce que ça t'a apporté. C'est la réflexion que tu as après, finalement. C'est une satisfaction personnelle, et puis moi je me disais ça aussi, qu'il y a un moment, tu vois, les années passent, et tu vas arriver à un stade dans ta vie, tu vas avoir peut-être comme un moment, un certain recul, dire qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie. Tu vas dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu un groupe de musique, j'ai été chef d'entreprise, j'ai voyagé à telle place, j'ai grimpé telle montagne. Tu as quand même dit, tu as accompli certaines choses dans ta vie et tu es assez fier de ça. Que de dire, j'ai rien fait, je suis resté dans mon canapé pendant 10 ans.
C'est vrai. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui, la première semaine de janvier, font une liste des résolutions et finalement qui s'y tiennent jusqu'au 7 janvier et qui abandonnent juste après Ça juge beaucoup là. Non. J'ai une liste d'objectifs, mais c'est pas des résolutions. Ok. Dans le sens où c'est sur toute l'année. Donc Ça- tu t'y tiens. C'est le but, oui. C'est le but de s'y tenir. Ça, après, c'est pas grave si tout n'est pas fait parce que je peux le reporter d'année en année. Mais Bien sûr. c'est plus satisfaisant, comme tu disais tout à l'heure, de le faire le plus possible. Mais le but, c'est pas d'en mettre beaucoup. Non. Généralement, entre 5 et 8, c'est déjà pas mal. C'est énorme, Mais 8 après, il ans. peut y avoir des petites choses aussi. Dans la vie, il faut pas toujours viser des grosses choses. Pour ça, Bien tout à l'heure, sûr. je te parlais des choses qui peuvent être irréalistes. Pour moi, je pense qu'il n'y a rien d'irréalisable pour chacun. C'est juste qu'après, on part pas tous du même point aussi. Et il y a des choses qui peuvent être importantes pour toi, je dis n'importe quoi. Mais par exemple, avoir un bon niveau dans un certain sport. Et quand tu pars niveau moins 1000, tu vas dire, bon, c'est compliqué. Au début, tu vas faire une initiation, ça va. Puis quand tu vas être dedans au bout de quelques mois, tu vas dire, bah, c'est bon, tu vois. Sans forcément dire, l'objectif de base, c'était d'être un champion continental de ce sport-là. Donc là, ce serait vraiment quelque chose de plus approfondi. Mais de base, bah, ça peut te sembler lointain parce que pour l'instant, tu n'as même pas commencé le sport. Mais une fois que tu as des mois de pratique dedans, bah, ça te semble vraiment acquis. Donc tu peux, je trouve, trouver des entre-deux. Mais pour moi, les objectifs annuels, il y en a qui peuvent être des rêves, mais ça dépend de chacun, puis de chaque chose aussi. Mais est-ce que vous trouvez que, moi c'est un sentiment que j'ai, est-ce que souvent pour accomplir les choses que tu veux vraiment, que ce soit des rêves ou des choses plus petites, je trouve qu'on attend souvent un gros pas, un grand pas pour faire avancer cette chose-là, alors que j'ai plus expérimenté le fait que tu aies chaque petit pas qui font le grand pas. Mais qu'en gros, si une journée tu dis ça y est, moi je veux ça, tu vas difficilement réussir à le faire. Et tu vas plus te mettre la pression, puis après être déçu de toi-même, plutôt que juste dire bon, je commence. Tu vois, comme si on reste sur un exemple, la manière dont j'ai créé le podcast. Au début, je veux ça, je veux tel décor, je veux tel concept, je veux ci, je veux un graphique. Et ça fait que tu peux être vraiment submergé par toutes ces choses à faire, plutôt que de dire non, aujourd'hui je me pose, je note ça. Demain, je me pose, je note ça. Mais à la fin de l'année, c'était rester sérieux, tous les petits pas créaient l'entièreté de la chose. Bah, je suis assez d'accord. Tu peux pas réaliser quelque chose d'une traite, mais en fait tout se fait par étapes. C'est vraiment un processus de réalisation qui se fait par étapes. Et comme tu disais, tu avances petit pas par petit pas. Un de mes rêves, par exemple, c'est d'écrire un roman. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis très jeune, parce que j'ai toujours beaucoup aimé écrire, etc. Mais écrire un roman, c'est pas si simple que ça. C'est avoir une idée, c'est avoir un concept, c'est dire qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens, etc. Et j'ai commencé à avoir ma première idée quand j'avais 20 ans. Donc tu vois, c'était il y a déjà 4 ans. Je commence tout juste à commencer à écrire. Je suis encore à la phase des personnages, etc. Mais en fait, comme tu disais, c'est pas du jour au lendemain, tu veux réaliser telle chose, tu vas y arriver d'une traite. Tout se fait par étapes et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, ça met des années à ce que ça arrive, mais c'est justement ça la satisfaction de dire je veux réaliser ce rêve-là, mais en fait, dans ton processus, parfois tu vas changer d'avis. Comme toi, par exemple, ton podcast, tu as dû dire à un moment donné, je voulais, par exemple, je donne un sujet parce que je ne sais pas quel a été ton processus à toi, mais ça a été peut-être, je veux qu'on aborde tel et tel thème, par exemple 2 thèmes en particulier, et finalement, dans ton processus de création, tu t'es dit, mais finalement, je veux l'ouvrir davantage et je veux ouvrir toutes les thématiques, tu vois. Un peu cette réflexion-là. Non, mais je vois exactement, puis surtout pour des choses qui peuvent des fois avoir du mal à se matérialiser physiquement. Bon là, un roman, tu peux vraiment le matérialiser physiquement, mais personne n'arrive à sortir quelque chose de A à Z comme ça, tiens, je t'écris un livre en une soirée, tu vois. C'est possible, mais ça peut aussi l'être en le faisant petit à petit, tous les mois, tous les jours, toutes les semaines. On a tendance à être trop dur envers soi-même par rapport à ces choses-là. Même si je suis d'accord avec toi quand tu disais tout à l'heure que à un certain moment, on va faire peut-être un peu le bilan de qu'est-ce que tu as fait. Donc, il faut qu'il y ait aussi à un moment donné quelque chose qui soit libéré et vraiment réalisé. Après, tu vois, j'ai l'impression que dans la mentalité des gens, en général, il y a peut-être une forme de perte de confiance. Parfois, il y a des gens qui vont avoir des rêves qui sont totalement accessibles, mais qui peuvent paraître gros. Tu sais, on parlait tout à l'heure de devoir faire des petits pas. Et justement, il y en a qui pensent que c'est en faisant un gros pas que tu vas y arriver. Mais je pense qu'il y a ce truc-là de tout le monde a des rêves, la plupart sont accessibles, mais en fait, les gens ne vont pas oser
commencer justement ce petit pas vont être un peu « ouais, mais de toute façon, c'est un rêve que j'ai, ça ne se réalisera pas, etc. » Alors qu'en fait, si. Mais je pense que ce qui manque, en fait, c'est une part de volonté et une part de se dire je commence à m'y mettre et je vais faire petit à petit, un pas à la fois, tu vois. Oui, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est, comme tu dis, il y a le manque de confiance en soi, il y a l'impatience, il y a la frustration aussi. On se sabote nous-mêmes, en fait. Parce que, comme tu dis, par exemple, écrire un roman, ça se fait pas du jour au lendemain. Prendre le temps de travailler ses idées, d'écrire, ou n'importe quel rêve, enfin, n'importe quelle chose, ça peut être un travail de longue haleine qui va prendre plusieurs années avant d'accomplir son rêve. Puis c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure aussi, la notion de rêve et objectif. Peut-être qu'on peut nuancer ça parce que le rêve, quelque part, c'est un idéal et il y a peut-être une vision de son rêve, un imaginaire. On arrive à l'atteindre et là, finalement, peut-être que des fois, tu vas même pas être satisfait en fin de compte. Là, peut-être une désillusion que tu vas avoir, on dit ah ben finalement, c'est pas tel comme je l'imaginais. Il y a une espèce d'imaginaire quand tu as là-dedans, peut-être par rapport à un objectif. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Tu disais motivation, mais je trouve aussi ce qui te permet de continuer à avancer jusqu'à ton rêve, c'est même plus la motivation. Parce que la motivation, je trouve, c'est vraiment plus l'énergie comme un briquet, tu vois, qu'est-ce qui va vraiment allumer la flamme. Mais pour la garder allumée, pour moi, c'est plus le côté discipline et rigueur, dans le sens sans forcément dire que tu le fais tous les jours, tu vois. Mais vraiment plus que tu te mettes un cadre un peu dans ta tête et tu te dis, bon, j'ai tel ou tel contexte dans ma vie qui font que, mais t'as pas le choix, faut que tu t'y mettes, tu vois. Après, tu peux aussi, comme on disait, pas besoin de se mettre trop de pression ou quoi, suivant le rêve que c'est. Tu veux dire, bon, là, je suis moins motivé, je le fais pas, c'est pas que avec de la motivation, parce que quand t'es en processus comme t'as commencé, mais t'es encore loin, faut qu'il y ait un facteur extérieur à tes émotions pour t'obliger, entre guillemets, à le continuer, ton rêve. Ouais, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et puis, en fait, finalement, tu te conditionnes, entre guillemets, tu vois. Tu te dis, là, si je m'y mets pas là, c'est pas très grave. Je sais que si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, tu vois. Mais c'est toujours dans ce dynamisme-là de dire, step by step, et voilà. Mais sans pour autant se mettre trop la pression non plus. Parce que justement, tu peux avoir ce que tu disais, Geoffrey, cette désillusion-là où tu dis je m'y mets tous les jours, je me force à m'y mettre tous les jours et finalement, je suis déçue en fait, du résultat et j'ai cette désillusion en fait. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, un travail peut-être de planification parce qu'il y a quand même ce risque à vous entendre, un peu de procrastination, de dire je remets ça à chaque fois au lendemain, puis au lendemain, et puis finalement, t'avances pas en fait, dans ton cheminement. En fait, dans ce cheminement finalement de réaliser un rêve, c'est se donner des petits objectifs. Pas forcément qu'ils soient gros, mais juste se dire, ok, à telle date-là, je me dis que j'aurai atteint ça, par exemple, et ça va me permettre d'avancer petit à petit, sans pour autant que ce soit énorme, mais ce qui va me permettre de garder ce dynamisme-là et de le concrétiser finalement. Non, je suis d'accord. Je sais pas, ça peut être considéré comme des rêves, mais il y a des gens qui peuvent dire, moi, je veux une voiture de tel type, je veux ci, je veux ça, mais en vrai, est-ce que tu as vraiment envie de imaginons de cette voiture-là? Non, c'est juste que des fois, il y a des personnes cibles qui sont vraiment passionnées par ça, mais il y en a, c'est juste parce que à un certain âge, tu dois avoir une certaine montre, tu dois avoir une certaine voiture, ce genre de choses. Et c'est des rêves qu'ils ont, mais qui leur sont moins personnels aussi. Je vois ce que tu veux dire. Et tu parlais aussi tout à l'heure, mais il y a aussi le côté qu'est-ce que ça t'apporte derrière le rêve? Une fois que tu l'as réalisé, qu'est-ce que tu en retires? Que ce soit pour un prochain ou juste pour ta satisfaction également. Qu'est-ce que vous recherchez derrière l'accomplissement du rêve? Je pense que c'est une forme de satisfaction personnelle et ça revient un peu à ce que tu disais, Geoffrey, où quand tu arrives à un certain stade de ta vie, où tu prends un peu de recul et tu fais une rétrospective de ce que tu as pu accomplir dans ta vie, tu te dis, j'ai cette fierté-là, tu vois, d'avoir fait ça, d'avoir été en tel lieu, d'avoir visité telle personne, etc. Tu vois, c'est une forme d'accomplissement personnel, je pense. C'est ce qui contribue aussi à ton bonheur, tu vois, tout simplement. Oui, puis dépendamment du rêve que tu accomplis, je pense que tu peux aussi en apprendre sur toi-même et te dire finalement, je ne serais jamais cru capable d'avoir réalisé ça. Tu apprends que tu es capable peut-être de patience, de plus de réflexion que ce que tu pensais pour pouvoir accomplir ce rêve-là. C'est une forme aussi de dépassement de soi. Oui. Ces accomplissements, après, peuvent justement finir un peu de compléter la personne que tu es, sans forcément dire j'ai fait ça, mais aussi qu'est-ce que ça t'a amené pour y arriver également. Tu vois, comme un exemple, les langues. Si ton rêve, c'est d'apprendre à parler telle ou telle langue, le plus dur, c'est quand même de se lancer. Après, une fois que tu es dedans, il y a des
des choses à peaufiner. Il n'y a rien de plus accessible quand même que d'apprendre une langue, en vrai. Ouais, ben là tu vois, moi je suis pas certain que ce soit le plus dur de faire le premier pas, c'est de tenir sur la durée, Ok. de suivre vraiment un rythme assez régulier pour son apprentissage de la langue. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une expérience avec une certaine langue, un peu similaire, où le début ça allait, mais pour rester assidu, ça pouvait être plus dur? Mais là je repense après, bon, là les études, moi j'avais fait des études de langue, notamment l'anglais et l'allemand. Et j'ai pas pratiqué. Quand tu pratiques pas, tu perds en fait. Et tu vois, par exemple, l'allemand, j'ai pas pratiqué, j'ai perdu. Tu vois, j'ai pas fait d'exercice ou quoi que ce soit pour justement entretenir la pratique, la maîtrise de la langue allemande, par exemple. Tu sais que tu es capable de le faire si à un moment donné tu dois le refaire. Ah oui, par exemple, je sais qu'il y a des outils qui sont à ma disposition qui peuvent me permettre de réapprendre la langue, justement. Oui. Et même toi en interne, je dirais, est-ce que tu te sens capable de le faire, de le réapprendre, au-delà de l'envie de le faire tout de suite, mais si dans, je sais pas, quelques années, tu dois le faire parce que tu emménages là-bas, est-ce que tu te sens les capacités de le faire? Ah oui, Ouais. par exemple de me dire, est-ce que par exemple, dans 6 mois, je vais aller vivre en Allemagne, donc je vais devoir réapprendre l'allemand. Est-ce que je me sens apte à réapprendre l'allemand? Oui. Bah, c'est déjà bien, Ça. parce que tu as une case mentale qui est déjà cochée aussi dans ta tête pour le faire. La première chose en tête, en fait, je pense, c'est la volonté de le faire. Tout commence par ça. Ce que je trouve important, c'est de matérialiser cette volonté de rentrer et d'accomplir ton rêve avec quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous le fait aussi dans la vie, que ce soit vous ou d'autres gens. Tu peux facilement ou pas, mais avoir des idées. Tiens, je vais lancer tel concept, que ce soit une entreprise, un rêve, comme là un roman, un loisir, n'importe quoi. Mais en soi, tout le monde peut avoir des idées. Il y a des gens plus ou moins créatifs, mais tout le monde peut avoir des idées. Mais le plus dur, c'est vraiment l'idée de la poser sur le papier et qu'elle commence à prendre vie. Parce qu'en plus, ça sera jamais exactement de la façon dont toi tu l'as imaginé. Il y aura toujours des contraintes, des choses un peu différentes, des fois pour le mieux, mais aussi des fois pour le moins bien. Donc, des fois, c'est bien de réfléchir aux choses, mais il faut peut-être pas tomber dans le piège de surréfléchir. Et un jour, je se dire, bon, là, je sais que moi, je veux faire ça. Peut-être, je sais que j'ai la confiance de réapprendre cette chose-là, mais vas-y, aujourd'hui, je le fais et je commence. Et après, tu peux prendre le temps que tu souhaites pour l'accomplir, mais des fois, le fait de le poser juste dans la vraie vie, de le matérialiser, c'est ça qui te permet de te lancer aussi. Oui, c'est ça, en fait. Tu couches ton idée sur un papier, et après, te dire, c'est quel est mon plan d'action? De quoi je vais avoir besoin pour réaliser cette idée? L'échelonner dans le temps, voir combien de temps je vais me laisser pour faire ça. Parce qu'en tant qu'humain, de manière générale, la peur que la plupart des gens partagent, c'est quand même l'inconnu. Donc quand tu as une idée ou un rêve, tu le vois juste comme ça, mais c'est juste une notion. Après, si tu le poses sur papier ou même juste tu commences à le détailler, tu es un peu plus familier avec, tu vas poser des détails, tu vas voir un peu les coulisses, ce genre de choses. Donc tu vas un peu le démystifier. Ce qui fait qu'après, ça te semblera un peu moins inaccessible et donc plus facilement réalisable. Et potentiellement aussi voir les obstacles auxquels tu vas pouvoir faire face aussi, tu vois. Et te dire, ok, là, ça va être un peu plus dur, mais je vais pouvoir mettre ça en place justement pour y arriver. Et ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure, cette forme de dépassement-là, et ce qui va t'aider justement à l'atteindre un peu plus facilement. Et est-ce que ce soit sur les rêves ou même d'autres éléments, parce que ça peut être un peu large, est-ce que vous êtes du genre à vous comparer avec d'autres personnes, que ce soit des personnes que vous connaissez ou juste des gens, que ce soit sur des réseaux sociaux, à la télé? Je pense que ça dépend des personnalités de chacun. Tu sais, t'as des personnes qui sont plus influençables que d'autres. Je sais pas vous, moi je sais que c'est pas trop mon cas, mais j'ai pas TikTok, mais je passe beaucoup de temps sur Instagram. Pour autant, j'ai pas trop ce truc-là de l'influence. Mais par contre, dans la vraie vie, ça va être plus des actions qui vont être menées, les réussites de chacun. Alors pas où je vais jamais être envieux de qui que ce soit, mais je vais pouvoir faire des comparaisons en me disant est-ce que je peux pas faire mieux finalement? Si un tel a réussi à faire ça, pourquoi moi je pourrais pas réussir, tu vois? Et ça, je vais prendre un exemple, c'est tout bête, hein, mais tu vois, le permis. Je l'ai eu, j'ai 24 ans, je l'ai eu il y a 6 mois, tu vois. Et c'était vraiment l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que ça a été vraiment très compliqué depuis que j'ai 18 ans, parce que j'ai voulu l'avoir très jeune. Et en fait,
tu sais, comme tu disais tout à l'heure, parfois, tu as l'aspect financier qui rentre en compte, etc. Et en fait, je m'étais inscrite à mes 18 ans. Finalement, tu sais, tu commences à travailler un peu le code et tu lâches l'affaire. Et finalement, tu te remets un peu, mais tu n'es pas assez régulier. Puis tu rentres dans les études et finalement, tu as mis ça de côté. Et en fait, cette année, je me suis dit, OK, donc là, je vais vraiment me mettre dessus. Tu vois des gens à côté qui l'ont eu en 1 mois et tout. Et tu te dis, putain, mais les gens, ils arrivent à l'avoir hyper rapidement. Moi, je mets des années, tu vois. Et tu sais, ça te crée un peu cette frustration-là. Où finalement, pendant des années, je l'ai mis de côté parce que j'étais là, c'est peut-être pour les autres, mais finalement, c'est peut-être pas pour moi. J'ai été un peu au-dessus de cette mentalité-là cette année et je me suis vraiment déterminée à me mettre dedans. Et en 4 mois, j'ai passé et le code et le permis, je l'ai eu. Donc tu as réussi à te surpasser Ouais. pour y arriver. Tu vois, ça peut paraître bête et simple pour certaines personnes, alors que pour moi, ça a été vraiment une histoire compliquée. Et ça revient un peu à ce que tu disais, c'est que tu sais, parfois, tu as l'impression que c'est inatteignable. Et parce que justement, tu perds confiance, que tu juges et tu penses que tu peux pas y arriver, etc. Alors qu'en fait, si, c'est juste une question en fait de perception, de dire ok, les autres ils l'ont vécu comme ça, moi je le vis différemment, c'est ok en fait, c'est pas grave. Je vais mettre peut-être plus de temps que les autres, etc. Mais ça va le faire et tu vas retrouver une certaine forme de motivation et de confiance et qui va te propulser dans cette dynamisme-là pour finalement y arriver. Bravo alors. Merci. Oui, ça dépend des personnes. Bon, moi aussi, j'ai eu la difficulté avec le permis, j'ai eu la 3e fois. Tu vois, Deuxième finalement. fois, moi. C'est vrai qu'il y a toujours la notion de confiance en soi qui entre en ligne de compte. Moi aussi, j'ai eu cette difficulté-là. Et puis, en fin de compte, j'ai comme un leitmotiv, en fait, de me dire toujours, je ne suis pas plus bête qu'un autre. En fait. C'est vraiment ça qui me guide. Et puis après, je me dis, j'essaye, ça marche, tant mieux. Du premier coup, ça marche pas, tant pis. Faut persévérer. Vraiment, c'est ce que vraiment je pars avec cette optique-là, cette mentalité-là. Puis aussi là-dessus, c'est déjà bien de savoir que tu en as les capacités et d'avoir la confiance là-dessus. Mais souvent, des fois, la petite chose qui peut être dure à dépasser, comme toi là avec le permis, des fois, c'est remettre ses priorités. Ouais. Comme tu dis, tu as fait les études, donc pendant ces années-là, c'était plus les études, j'imagine, puis des fois d'autres choses qui peuvent être la priorité. Donc des fois, ça peut être rageant parce qu'on veut tout faire. Mais en fait, juste si tu remets la priorité sur les bonnes choses, après, là, tu sens que ça va rouler tout seul. Mais ça veut aussi dire de l'autre côté, et rouler tout seul, c'est pas une blague pour le permis, mais ça veut aussi dire que de l'autre côté, tu dois faire des sacrifices ou reléguer des choses à un plan plus secondaire pour arriver à faire ce que tu as vraiment envie de faire. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple de écrire un roman. Tu peux avoir de la difficulté tous les jours à t'y mettre, que tu as besoin d'y travailler le soir, mais que le soir, tu es souvent sollicité par des amis pour faire des choses ou de la famille. Ouais. Donc à un moment, il faut que tu trouves un peu je sais pas comment dire, mais En fait, c'est la un peu liberté d'esprit pour t'affirmer et te dire, bon là, je me pose, je le fais. Et malheureusement, aujourd'hui ou ces prochains jours, je vais pas aller plus loin avec des choses que j'aime. Ouais. C'est la réflexion de savoir c'est quelle place tu vas accorder ça dans ta vie aussi, de tous les jours. Si tu as envie que ça soit contraignant, si tu as envie que ça prenne une grosse place ou pas, quel temps tu vas consacrer à ça. Et c'est là que ça peut aussi jouer justement, si tu vois que ça prend trop de place, que tu peux vite se décrocher aussi. J'en reviens un peu au permis, mais c'est un bon exemple aussi, tu auras forcément toujours des moments où tu vas être un peu dans un down, ou dire ça va pas trop, il y a des jours avec et des jours sans. Et c'est là que c'est plus dur de pas décrocher, justement. Et tu peux aussi te rendre compte que des fois, il y a certaines choses qui sont pas faites pour toi. Peut-être que tu as fait une projection mentale trop lointaine sur ce rêve précisément, mais en le réalisant, tu te dis c'est peut-être pas quelque chose qui me correspond. Est-ce que vous avez déjà eu des fois des déceptions, genre essayer d'atteindre quelque chose, que ce soit un rêve ou quelque chose un peu plus petit, mais essayer d'atteindre quelque chose, puis en fait se rendre compte que c'était pas pour vous? Oui et non. En fait, c'était au moment de faire le choix de mes études. Parce que j'ai fait 10 ans de théâtre et je voulais absolument travailler dans le cinéma, tu vois. Et j'adorais le jeu d'acteur. Je me suis dit peut-être que je pourrais m'épanouir là-dedans, etc. Et en fait, je suis jamais allée au bout de ce rêve-là parce que je me suis dit non, mais en fait, ça peut réussir aux autres, mais ça me réussira pas, tu vois. Et finalement, j'ai pris une voie différente, mais je saurais jamais, tu vois. Peut-être que ça m'aurait correspondu, mais en fait, je me suis directement dit que c'était pas pour moi, tu vois. Et je trouve ça dommage, parce que finalement... Mais est-ce que tu le sentais que c'était pas pour toi? Non, je pense que c'était plus le fait d'avoir peur.
Ok. de pas réussir et de l'échec, tu vois. De dire, alors que j'étais convaincue et persuadée que oui, tu sais, parfois, tu penses 90% du truc et tu as les 10% restants où tu as ce doute, tu sais, ce doute, cette crainte, cette peur de dire, mais peut-être que ça va pas marcher. Et en fait, c'est ces 10%-là qui l'emportent par rapport aux 90. Et c'est dommage. Mais au moins, après l'expérience, tu l'as aujourd'hui et ça peut te permettre peut-être d'accomplir des choses que tu n'aurais pas pu autrement plus. En grandissant, après, tu sais, ta mentalité, elle évolue. Et c'est pour ça que, au tout début, je vous parlais de cette liste-là, de me faire une liste d'objectifs, des choses que je veux atteindre. Mais c'est justement pour me pousser maintenant à me dire, OK, genre, si je veux faire quelque chose, j'y vais, je le fais à fond. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est OK, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais été au bout. Et c'est justement ça, c'est pour contrer, en fait, ce rêve, ce souhait-là où j'aurais jamais été au bout et finalement je saurais jamais, tu vois. J'ai pas vécu de situation comme ça. Là, effectivement, ce que tu disais, c'est vraiment là, c'est la peur qui entre en ligne de compte en disant tu es un peu auto-censuré, c'est effectivement. Ça. Ouais. Mais aussi, il peut y avoir l'inverse où tu persévères dans quelque chose, on est sûr que ça va marcher et en fait, il faut que ça soit quelqu'un d'extérieur qui dise non, arrête, arrête, tu vas trop loin. Et c'est là que ça peut être dangereux aussi que de continuer sans s'en rendre compte que ça va jamais marcher. Tu vas perdre X années à faire quelque chose inutilement, j'ai envie de dire. Il faut que tu sentes toi-même que c'est le bon moment d'arrêter ou pas, parce que des fois, il peut y avoir des situations où tout le monde te dit d'arrêter, mais toi, tu crois en ton projet. Et parfois, ça marche. Oui, parce que les autres n'y croyaient pas pour toi, tu vois. Mais je pense que c'est un juste milieu à trouver, c'est un certain équilibre. Il faut le sentir, je pense. Ouais. Puis je trouve justement en parlant des échecs, il y a quelque chose d'important, c'est que souvent on peut se mettre la pression pour réaliser un rêve ou faire quelque chose. Il faut surtout, je trouve, accepter le fait que la chose que tu vas réussir à faire ou créer, ce ne sera pas la meilleure version de cette chose-là, mais ce sera la tienne et celle que tu auras réussi à faire. Parce que le plus dur, c'est déjà de le faire. Après, si on se met trop la pression de dire je veux le faire mais que ce soit parfait, etc., bah souvent c'est le meilleur moyen justement de ne pas le réussir, mais tout court en fait. Donc, est-ce que vous le sentez des fois, ça aussi, le fait de dire mes attentes, elles sont là et je veux pas aller en dessous de ça, mais en vrai, j'ai pas le choix. Puis avec les contraintes de la réalité, bah, c'est réaliste, mais c'est obligé d'être quand même plus bas. Ouais, tout le temps. Je suis pas le seul alors. Non. Mais là, en fait, ton rêve, il va être plus long à atteindre si tu te mets vraiment des attentes très hautes aussi, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on disait un peu au tout début, c'est-à-dire refaire 50 versions, par exemple, de ton roman. Donc là, tu vas retarder de plusieurs années la sortie de ton roman. Je suis encore à la phase où je change les noms et les critères des personnages constamment, tu vois. Donc, est-ce que accomplir ton rêve, ça doit se faire à tout prix alors, ou pas? C'est-à-dire, pour la réalisation et le chemin que tu dois le parcourir, est-ce que tu dois vraiment tout... pas tout lâcher non plus, mais dans une moindre mesure, vraiment te dire je vais le faire, puis ce sera pas autrement, je vais y arriver. Je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre et savoir être réaliste, savoir s'arrêter au bon moment et savoir persévérer quand tu penses que tu peux faire mieux, tu vois, et aller plus loin. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Ouais, je pense qu'il faut être réaliste et je pense que c'est important d'être un peu rêveur, tu vois, pour arriver à aller au bout de ses rêves. Et je pense qu'il y a un certain équilibre à avoir et de se dire, bon, ben là, j'arrive à ce stade-là, je vois que c'est pas possible d'aller plus loin, mais c'est OK. Genre, je suis déjà très contente d'en être arrivée là et c'est bon à prendre, quoi, tu vois. Oui, je pense qu'il faut savoir prendre du recul et quand même savoir se préserver. Je pense aussi, mentalement quand même, de pas essayer de mettre trop, s'investir non plus émotionnellement dedans. Je sais que ça peut être compliqué. Pour certains, c'est un peu l'œuvre de toute une vie. Ouais, c'est essayer de garder un peu de recul par rapport à ça. Et une fois le rêve accompli, est-ce qu'on passe au prochain ou on prend le temps de le digérer? C'est important de le digérer, je pense. Et comme tu disais, Geoffrey, tout à l'heure, parfois de le maintenir sur le long terme. Enfin, ça dépend ce que c'est, tu vois. Mais je pense que c'est bien de le digérer, de prendre le temps de faire les choses et de ne pas être tout le temps dans la précipitation de tout constamment, tu vois. Donc like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir et n'hésite surtout pas à nous mettre 5 étoiles, 5 sur toutes les plateformes de podcast. Et laisse-nous savoir combien de rêves as-tu déjà accomplis. On est curieux de savoir. Combien de rêves avez-vous déjà accomplis? À peu près, je veux dire, sans forcément
pas unité, mais est-ce que c'est comme beaucoup dans votre liste de rêves? Un peu? Je dirais que d'en avoir accompli, j'en ai fait peut-être une dizaine et qu'il y en a encore qui sont en processus. Ça, c'est dur à dire parce que j'ai pas couché ça sur le papier, j'ai pas quantifié. J'en ai accompli quelques-uns, puis après là, j'en ai quelques-uns en processus aussi. Donc en parlant de digestion, est-ce que vous avez trouvé un bon rapport avec la nourriture ou est-ce que vous cherchez encore? Ici ou en général? En général, comme vous voulez. Je sais pas par où commencer, il y a tellement de choses à dire. C'est un vaste sujet. Ouais, Cette semaine, je suis tombé sur le net, non mais un test sur le rapport à la nourriture. c'est vrai. Ouais. Alors, ça dit quoi? Ça disait que moi j'avais un bon rapport à la nourriture, mais en fait, c'est plus dans le sens où si tu fais attention à ton alimentation, tu regardes le nombre de calories que tu vas consommer, des choses comme ça, si vraiment tu vas suivre une alimentation très stricte, protéinée, toutes ces affaires-là. Moi, je me mets pas de barrière, je me mets pas un stress sur ce que je mange en fait. Ouais. Je pense que ça dépend aussi de l'éducation de chacun. Je sais pas, toi, dans quelles conditions tu as grandi et toi non plus. Mais je sais que moi, je suis issue de 2 familles genre, qui cuisinent énormément, que ce soit mon père ou ma mère. Je pense que c'est de là aussi du fait que je suis très gourmande comme personne. J'adore manger, j'adore la bonne nourriture et tout. Mais par contre, il y a ce truc-là où je me dis, il faut que je réduise mes quantités. Je suis obligée un peu de contrôler ça parce que je pourrais manger, tu vois, par exemple, des plats hyper fat que j'adore très souvent, hyper régulièrement, alors que c'est pas forcément bon pour la santé, tu vois, sur le long terme. Je pense que c'est plus compliqué quand justement tu as été éduqué dans des familles où la bouffe, c'est génial, genre on mange bien, on fait des gros repas de famille et tout, et du coup tu es hyper gourmand. Je trouve que c'est d'autant plus compliqué après de gérer justement ton alimentation. Surtout quotidienne. Ouais. Ce que je trouve le plus dur avec la nourriture, c'est quand même que tu dois manger, on va dire une base 3 fois par jour, quoi. Après, il y a d'autres choses, mais le fait de se faire à manger tous les jours, ça veut dire qu'il y a des moments suivant tes émotions, ta fatigue, ça peut plus se transformer en bon là j'ai un peu moins envie, ou tu vas te rediriger peut-être vers certains types de bouffe que tu connais, ou aller moins vers l'inconnu parce que tu as moins le temps, ou juste tu es moins passionné par la nourriture, puis que tu veux quelque chose qui aille plus droit au but aussi. Ouais. Est-ce que vous cuisinez beaucoup tous les deux? Non. Non. Non, pas tant que ça, non. Tout petit peu, je dirais. Là, du coup, vous mangez. Est-ce que vous mangez plus dehors, des trucs préparés ou... Moi, je dirais c'est pas forcément le fait de cuisiner, mais c'est plus que je vais pas faire des choses compliquées, mais c'est plus dans le sens le bon ratio entre le temps, satiété, puis le côté plaisir. Tu vois, un truc efficace, pas trop longtemps, mais ouais, ça entre deux, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, par exemple, j'ai envie que ça soit rapide, j'ai pas envie de mettre 2 heures à cuisiner quelque chose. Peut-être aussi le fait, si tu vis, mettons, seul ou en couple ou en famille, peut-être que tu auras moins la motivation quand tu es tout seul, de dire je m'en fous, je fais un truc très rapide, pas élaboré, que... Non, mais tu sais qu'il y a peut-être l'envie aussi de faire plaisir à une autre personne, C'est de vrai. préparer à bien quelque chose, de vraiment plus élaboré. Puis c'est convivial, la nourriture aussi. Le fait de le faire, comme tu disais, peut-être en famille ou avec d'autres gens. Bah, tu prends plus de plaisir. Et puis tu peux échanger. Le temps peut-être passe plus vite quand tu le fais avec quelqu'un d'autre que si t'es tout seul avec ta casserole. Est-ce que vous trouvez que des fois on mange plus avec nos émotions qu'avec nos estomacs, justement, en essayant de combler un vide, manger vite car après on pense trop à ce qu'on va faire après, juste ne plus des fois penser à manger mais juste manger parce qu'il faut le faire, puis c'est presque une Je contrainte. pense que l'alimentation est vachement liée aux émotions. Par exemple, quand tu es triste, quand tu as vécu une séparation ou un décès ou quoi, je pense que ça va affecter aussi ton alimentation. Soit tu vas plus rien manger du tout ou manger beaucoup. À contrario, ça dépend des gens. Ça peut être aussi le stress. Par exemple, quand tu es en période d'examen ou je sais pas, tu es tout le temps stressé, du coup, tu vas avoir soit envie que de manger du sucre ou au contraire, tu peux rien manger du tout. Je pense que notre alimentation est vachement liée à nos émotions. En tout cas, je pense, nous les femmes, après vous les hommes, je sais pas comment vous le gérez, peut-être que c'est différent. Mais je sais qu'en tout cas, de ce que j'observe, que ce soit dans mon entourage ou quoi, ça fonctionne vachement par l'émotion aussi, quoi. Je pense que c'est tout le monde pour le cas. Après, chacun peut plus ou moins se raisonner ou alors il voit un peu son rythme aussi avec ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, ne serait juste que le côté fatigue ou là tu disais aussi stress avec soit pendant la journée quand tu travailles, soit à la fin de la journée après le travail où
t'as peut-être moins la motivation ou l'énergie de te dire je vais me lancer dans un plat qui dure très longtemps à être préparé. Ouais. Après, je pense que ça dépend aussi de ton rapport avec la cuisine. Parce que cuisiner, c'est pas fait pour tout le monde et ça plaît pas à tout le monde, tu vois. Je sais que moi, j'aime bien cuisiner, je prends du plaisir à le faire, que ce soit pour des personnes ou juste toute seule. Mais alors forcément, je vais prendre plus le temps de le faire le week-end. C'est vrai que la semaine, quand tu finis tard, etc., t'as pas forcément envie d'y passer 3 heures non plus. Mais tu as quand même ce plaisir-là de dire je vais nous faire plaisir à tous les deux ou je vais me faire plaisir toute seule à me faire un bon repas, tu vois, même si ça prend pas trop de temps, tu vois, mais le minimum, quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé de penser à ça. La petite frustration aussi quand tu cuisines, mettons, tu vas passer 1 heure à cuisiner pour un plat que tu vas manger en 5 minutes. En fait, c'est ça aussi. Et là, tu te dis, est-ce que je dois peut-être prendre plus le temps de manger aussi? Mais après, effectivement, je te rejoins aussi, ça je pense que les hommes et les femmes c'est pareil, qu'au niveau des émotions, tu vas manger des fois tout simplement comme un passe-temps, quand tu t'ennuies, tu lances le grignotage, ou effectivement quand tu as les émotions qui rentrent en jeu, quand tu es triste, tu as des plats qu'on va associer à des plats de réconfort aussi. Ouais. La glace, le chocolat, exactement. tout ce qui est sucre. C'est pas réconfort, la glace c'est un légume. Hein. On va remplacer le truc, manger 5 fruits et légumes par jour, manger 5 glaces par jour. Bah oui. C'est de la pub mensongère, ça. 5 glaces par jour, c'est beaucoup, mais au moins une par jour, tu vois. Au moins. Une glace en pot, en cornet, en bâtonnet. De fou. Ça. En sandwich. Est-ce que vous avez déjà été à l'île de Ré ou pas ? Un magasin de glace qui existe là-bas où genre ils ont des parfums. Ils ont des parfums classiques que tu retrouves dans tous les glaciers et tu as des parfums que tu ne trouves nulle part ailleurs. Tu peux avoir de la glace à l'huître, de la glace à la pomme de terre grenaille, genre vraiment des parfums, genre tu te dis genre what the fuck, ils ont fait un câble. Mais ça existe, voilà, si jamais et vous t'as déjà goûté ? Non, non, je suis pas allée jusque-là. C'était une aparté, voilà. Est-ce que vous trouvez que quotidiennement, c'est facile d'avoir un bon rapport avec la nourriture ? Par exemple, souvent, on n'a généralement que 2 choix. Quand tu dois te faire manger, soit répéter une habitude, donc faire quelque chose que tu connais, ou alors la casser en faisant quelque chose de nouveau que tu vas peut-être pas forcément bien connaître, aller sur des produits justement plus inconnus, que ce soit au niveau du goût ou juste au niveau de la préparation. Je sais que moi, j'ai fait quelques changements ces derniers temps, mais par exemple, typiquement, quand j'étais chez mes parents, j'étais habituée à manger tout type de plats et aussi de la viande, que ce soit de la viande blanche ou de la viande rouge, même si je suis pas très adepte de la viande rouge en soi. Mais depuis que je suis arrivée, enfin en tout cas quand j'habite toute seule, j'achète pratiquement pas de viande. Mais depuis que je suis à Montréal, je n'ai acheté genre aucune viande depuis que je suis arrivée. Mais non pas parce que je n'aime pas ça, mais parce qu'en fait, j'ai du mal, à comprendre un peu, la qualité de la viande ici. Je sais pas trop. Nous, on a le label rouge, par exemple, donc on sait que c'est certifié, que ça va être de la bonne viande, etc., de qualité. Ici, je sais pas trop comment ça fonctionne, et du coup, j'ai un peu cette appréhension-là d'acheter de la viande parce que je sais pas si c'est de la viande de qualité, si je vais apprécier ou quoi. Et du coup, je cuisine pratiquement sans viande tout le temps, constamment. Donc, tu as bouleversé tes habitudes aussi. Ouais. Je suis dans un lieu où je connais pas trop en fait les réglementations de la viande, etc. Donc je vais pas forcément acheter. Du coup, changer certaines habitudes alimentaires, etc. Mais par contre, tu vois, quand je suis au restaurant ou quoi, je vais pas avoir de mal à le commander parce que je pars du principe que si tu es dans un établissement, ils font attention. Donc ils vont prendre des bons morceaux. Des bons produits de qualité, entre guillemets. Tu vois, si tu vas dans un bon restaurant, etc. Mais de moi-même, je vais pas acheter de viande, quoi. Moi aussi, je consomme moins de viande, mais moi, je pense que c'est plus par influence, parce que moi, j'avais vu autour de moi que ça consommait moins de viande. Quand le temps de midi, tu vas luncher avec tes collègues là, québécois, j'avais remarqué ça, qu'il y avait très peu de consommation de viande, voire pas du tout. Je me suis rendu compte que ça m'a incité à consommer moins. Et puis après, je suis d'accord avec toi par rapport à l'origine des aliments, aussi la transformation, parce que ça, c'est un sujet que j'avais abordé avec de nombreux Français. Avoir des intolérances que tu n'avais pas en France. Ouais. Notamment, tu as pas mal de Français qui développent des intolérances au lactose, chose que tu n'avais pas, par exemple. C'est vrai. Mais tu penses que c'est spécifique à ton changement d'environnement ou... Je pense, oui.
parce que c'était quelque chose que tu n'avais pas en France, mais que tu peux développer ici. Donc pour moi, je fais un lien avec l'environnement. D'accord. Tu cuisines justement, est-ce que tu as réussi à renouveler tes habitudes par rapport à là où tu étais avant? Oui, enfin, je dirais que je fais plus attention, notamment, comme j'ai dit, par exemple, à la viande. Oui. Je veux dire, dans les plats que tu fais, est-ce que tu continues à faire les mêmes choses ou est-ce que continuellement, puisque tu connais par cœur, ou est-ce que des fois tu te lances dans des préparations plus inconnues? Je fais habituellement plus des choses que je connais quand même. Je trouvais ça intéressant que tu parlais tout à l'heure d'intolérance parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines intolérances qui peuvent arriver très tardivement quand on est adulte ou quoi, alors que c'était des aliments qu'on a mangés toute notre vie. Mais justement parce que avec les ONG, tout ça, ou le simple fait d'en manger trop, ça a une quantité importante. Je sais qu'il y a quelques temps, j'ai fait une intolérance aux œufs, alors que j'en ai mangé toute ma vie, tu vois, dans les gâteaux, que ce soit les œufs dans les tartes, etc. Et j'ai commencé à faire de l'intolérance à ça, mais parce que j'en ai consommé une certaine quantité. Et en fait, à un moment donné, je pense que ton estomac, il n'y supporte plus. Dans 1 an, j'ai arrêté d'en manger et j'ai commencé à en reconsommer il n'y a pas très longtemps. Mais je trouve que l'intolérance, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus chez les gens, que ce soit le lactose, tu vois, plein de choses comme ça. Mais je sais pas en fait si c'est question d'environnement, comme tu disais, ou si c'est une question de surconsommation, tu vois. Peut-être un peu les deux. Après, tu vois, le lait basique, là, le lait de vache, techniquement, t'es pas censé le boire après que t'aies dépassé un peu ta phase de 3 ans. d'adolescence. Je crois qu'à partir de 3 ans, on ne devrait même plus en boire normalement. Ouais. En tout cas, sur le lactose, je pense que c'est pas un effet de mode, mais plus le fait qu'on soit plus au fait de ces choses-là, tu vois. Et est-ce que vous ne trouvez pas que des fois le fait que toute la nourriture soit toujours présente en abondance? Quand tu vas dans un supermarché, tout est toujours plein. Quand tu vas dans un resto, les cartes sont souvent grandes, il y a plein de choses. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça, des fois, ça peut justement jouer dans le fait de dérégler les habitudes alimentaires de chacun? Le fait qu'en gros, partout où tu ailles, dès qu'il y a de la nourriture, il y en a en quantité et ça va pas manquer. Non, pas forcément, parce que tu disais par exemple un supermarché, en soi, tu sais que si tu viens ici, tu vas en trouver parce que tu viens pour faire tes courses. Que ça soit trop présent non plus, tu vois. Moi, je trouve pas. Non, moi je trouve pas. Après, ça dépend peut-être des endroits. Mettons, ce que je réfléchissais à ça pendant que tu posais la question, par exemple, là. Mettons à Costco, où là tu as peut-être une incitation à consommer, à acheter des trucs en gros. Là, effectivement, là, c'est vraiment à acheter pour acheter. Non, après, je trouve pas. C'est pas parce que je vois qu'on vend de la nourriture que je me sens comme à une obligation de consommer, tu vois. Non, parce que je pense à ça, parce que je trouve que justement, notre mental est toujours stimulé, puisque tu vois toujours de la nourriture, qui fait que ça peut te pousser des fois à ne pas faire les choix les plus adaptés à ton corps. Tu vois, par exemple, sucre rapide au lieu de sucre lent, soda au lieu de l'eau, enfin, toutes ces choses-là aussi, parce que même si tu vas pas les consommer, mais le fait de les voir tout le temps, tu parlais de cinéma, mais même dans les aéroports aussi, tu as souvent ce genre de choses. Par contre, moi, je me faisais une réflexion, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si je vais dire entre les deux extrêmes. Il suffit que des fois tu te balades, tu vois un peu dans des restos ou des trucs, enfin plus à emporter, enfin bref, où tu vois, par exemple, ça va être souvent les mêmes choses que tu vas on va te vendre des burgers ou des choses un peu comme ça, de la malbouffe. Et de l'autre côté, vraiment une nourriture un peu tofu, pokéball. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on est parti dans un peu les extrêmes, les deux et qu'il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, et c'est vrai. Mais je trouve que c'est surtout flagrant ici, en Amérique du Nord, Ouais. tu vois, plus qu'en France. C'est vraiment les deux extrêmes. C'est soit tu vas manger de la malbouffe, gras, que ce soit avec la poutine, les pizzas, etc. Soit tu vas avoir vraiment le côté tofu, manger beaucoup de légumes, etc. Mais je pense que après, ça dépend aussi des endroits de fréquentation. Dans le quartier chinois, tu vois, à Chinatown, je pense que tu peux trouver un entre-deux où justement tu as de la nourriture saine, mais des plats réconfortants sans pour autant que ce soit trop gras, tu vois. Je pense que ça dépend aussi des quartiers. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera le cas d'une solution un peu plus entre deux dans la nourriture, entre le côté gourmand, mais pas gras, moins limité à des choses plus génériques comme des pokéballs, du tofu, ce genre de choses aussi. Après, c'est peut-être aussi parce que souvent, ces types de nourriture-là, ça provient quand même souvent de cultures occidentales, tu vois. Ouais. Mais si tu vas t'intéresser à d'autres cultures, il y a justement d'autres plats qui peuvent être plus intermédiaires sans que ce soit forcément trop gras ni trop privatif, entre guillemets. Tu vois. C'est vrai. Est-ce que vous trouvez que des fois vous êtes trop dur avec vous-même au sujet de la nourriture? Non, pas forcément.
Ok. En grandissant, j'ai appris à m'écouter et à me dire, tu te resserres pas, genre tu te fais plaisir, mais sans pour autant manger à outrance. C'est plus ça. Apprendre à s'écouter, tu sais, à écouter son corps, etc. Que par exemple, le concept de régime, je trouve que c'est une grosse connerie, tu vois. Je trouve que c'est pas bon pour la santé. Et pour avoir vu dans mon entourage plusieurs personnes pratiquer le régime, bah, en fait, tu te rends compte que ça marche un certain temps, mais en fait, sur le long terme, ça va avoir un effet contraire où tu vas prendre plus de poids, tu vas manger plus à outrance, etc. Alors que si tu es constant tout le temps, que tu apprends à t'écouter, à manger normalement, c'est-à-dire pas en te privant, en te faisant plaisir, mais en étant plutôt régulier et pas manger à outrance, bah, je pense que c'est mieux. Alors que le régime, tu vois, ça provoque plutôt l'effet contraire au bout d'un certain temps, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ton rythme? Ben, je pense que c'est mon éducation. Le fait que, tu vois, mes parents m'ont toujours dit c'est pas forcément bien de sauter les repas, même si t'as pas très faim, ben, tu manges un tout petit peu. Et c'est déjà ça, tu vois. Je pense que c'est l'éducation, en fait. Déjà, je pense qu'il y a ce truc-là de faire ses courses en n'ayant pas faim. Parce que ça, c'est vraiment genre le piège, tu vois. Ça, c'est une vraie astuce. Genre faire des courses quand t'as faim, t'as envie de tout acheter. Et en fait, une fois que t'as fait tes courses et que t'as mangé, tu te dis, bah en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je vais pas le consommer ou j'en ai plus envie, tu vois. Ça, c'est vraiment le piège. Je reviens à ce que tu disais, Geoffrey, tout à l'heure, ce que je trouvais très intéressant, mais les supermarchés ici, tu as vraiment des produits en Amérique du Nord, c'est vraiment spécifique en Amérique du Nord, où tu as des produits genre en grande quantité, où tu sais, t'en as vraiment pour 12, genre typiquement un pot de ketchup, tu vois. Genre nous, on l'a une taille normale, eux, ils l'ont en double XXL, ou comme les sodas, pareil, tu sais, tu veux te faire plaisir, tu veux... Ouais, c'est ça en fait. Et je trouve ça d'autant plus frustrant parce que par exemple, tu veux exceptionnellement boire du coca, tu veux t'acheter par exemple une bouteille d'1 litre, ben en fait, tu vas soit devoir acheter une petite canette, soit en fait acheter le truc XXL, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et je trouve ça hyper frustrant parce que du coup, ben, c'est soit finalement je me prive et j'en consomme pas du tout parce que si j'en achète, ben, je vais jamais finir la bouteille, ça va être du gaspillage ou alors les bulles elles vont disparaître, tu vois, ou ce truc là, ben, du coup je vais faire une surconsommation. Donc tu sais, c'est finalement tu es un peu frustré dans les deux cas, je trouve. Non, ça, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que souvent, c'est ça qui peut aussi jouer des fois dans le fait d'avoir peur de manquer. Des fois, tu dis, j'achète, tu l'as en quantité, et c'est bon, t'as plus besoin de le refaire aussi. Mais Ouais. c'est une vraie astuce de faire les courses quand t'as pas faim, et aussi, t'as pas forcément besoin que ce soit hyper représentatif, mais d'avoir comme une idée en tête de ce que tu vas acheter. Et c'est pas grave si dans ce que tu achètes, il y a des à côté, tu vois. Mais tant que ce soit pas plus que tu vas vraiment consommer, et ce qui est bien pour ton corps aussi, on va dire. Ouais, je voulais dire, c'est hyper intéressant et je fais l'exercice depuis que je suis à Montréal, c'est de me faire une liste de courses. Alors, tu sais, parfois, tu as des gens qui font des listes parce qu'ils font attention à leur budget, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Je fais plus une course, mais plus dans cette idée-là de me dire, je veux pas surconsommer ou je veux pas jeter. Du coup, je vais prendre ce dont j'ai besoin, ou je sais que je vais pouvoir faire telle recette, ça va me durer tant de jours, etc. Mais c'est plus dans cette idée-là, justement, de plus faire attention que d'acheter à outrance. Et... Plutôt que juste déambuler Ouais. dans les rayons, puis voir, ah tiens, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, puis après tu finis avec des choses où tu peux avoir du mal à faire une recette parce que tu l'auras eu en amont. Ouais. Ouais. Après, ça m'arrive, tu vois, de dépasser un peu de ma liste, mais juste parce que je me dis, bon, bah, finalement, ça, je sais que je vais le consommer, je vais pouvoir le faire avec tel plat, etc., tu vois, plutôt correct sur le sujet. Ok, bon, ça va. Que des bons élèves ici, alors. Non, moi je regarde pas effectivement non plus le budget. C'est vrai que je vais regarder plus ce qui va me manquer. Puis aussi un peu avoir comme toi justement ce que je peux réutiliser effectivement quand tu achètes quelque chose. C'est un gros gabarit que tu n'as pas le choix. Ouais. Dire qu'est-ce que je peux faire comme plat pour me resservir de ça. Exactement, des fois surtout avec des sauces, comme tu disais tout à l'heure, le ketchup ou ce genre de choses. Des fois tu peux dire, ça peut être sympa de faire une sauce avec ci ou avec ça, mais en fait tu vas peut-être pas le réutiliser tant que ça. Donc à ce moment-là, tu peux te poser la question de à quel point ça vaut le coup de le faire aussi, de prendre cette chose-là. Mais après, je pense que ça dépend aussi, tu sais, des habitudes de consommation. En Europe, on ne consomme pas comme en Amérique du Nord, où ils prennent tout. Tu vois, par exemple, typiquement les sauces, eux, finalement, ils ont des gros gabarits, mais aussi parce qu'ils peuvent le stocker, parce qu'ils ont des grosses maisons, mais au-delà de ça, parce qu'ils le consomment avec beaucoup de plats, contrairement à nous, où on est moins consommateurs de ça, finalement. Alors oui, on en consomme, mais moins dans certains plats, quoi. Pas les mêmes aliments qu'on va utiliser non plus.
Et est-ce que vous planifiez certaines actions pour améliorer votre rapport à la nourriture ou est-ce que vous le gardez un peu comme acquis? Ou est-ce que justement c'est quelque chose que vous arrivez à entretenir pour ne pas tomber dans certains travers? En fait, ça va dépendre. Par exemple, si je sors et que je vais me faire vachement plaisir, je vais me dire, ok, là j'ai tel plat et tel plat à cuisiner. Je vais faire peut-être un peu plus de légumes ou des trucs cool, mais qui vont être un peu plus sains pour rééquilibrer, tu vois. Non, sans trop me priver non plus, quoi. Ok. Je sais pas, toi. Je me mets pas de barrière ou quoi que ce soit. Je me dis juste plutôt essayer de faire un équilibre, tu vois, entre plats que je vais cuisiner et plats, plats tout faits, quoi. Ouais. Puis des fois c'est dur de dire non aussi à certaines choses et ça peut être acceptable de le faire dans certaines occasions. Tu vois, peut-être que tu vas juste chez un ami, peut-être que tu vas juste prendre de l'eau au lieu peut-être d'un soda ou ce genre de choses. Moi je suis pas trop addict à ça. Mais je sais que des fois, ça peut être plus ou moins dur aussi de faire évoluer ses habitudes. Mais souvent, comme on le parlait tout à l'heure avec les rêves, c'est le petit une fois non, 2 fois non, 3 fois non, où après tu peux te sentir un peu plus maître, dire ok là j'en ai vraiment envie, là en vrai je peux me passer un peu de ce sucre-là ou ce gras-là aussi. Est-ce que vous arrivez des fois à résister à certains moments où, comme vous le disiez, de manière générale, vous avez un bon équilibre, donc il n'y a pas de moment de haut, ni comme des moments de trop négatifs non plus? Je pense que ça va dépendre de la période. On disait tout à l'heure, les émotions, tu vois, où il y a des fois où je vais être dans une période où j'ai besoin de me faire plaisir, donc je vais pas trop regarder, puis il y en a d'autres, ok, je vais faire un peu plus attention, mais sans trop me priver, tu vois, mais bon, là, je sais qu'il faut que je fasse attention. Pour rester en bonne santé. Ouais. Je pense que ça dépend des périodes et ça revient à ce qu'on disait par rapport aux émotions, tu vois. Puis les saisons aussi, tu manges pas Ouais. la même chose suivant les mêmes saisons. Oui, puis c'est sûr, t'as toujours des tentations quand tu vas faire ton épicerie où tu vois tel produit, telle chose, tel aliment. T'es, est-ce que je vais faire un petit plaisir? Et là, t'es comme, non, tu vas être raisonnable. Et des fois, c'est pas toujours bien d'être raisonnable non plus, mais tant que tu trouves ton équilibre. Ouais, c'est le plus important. Non, je pense que c'est important de s'écouter, d'écouter ses envies, d'écouter son corps. Puis souvent, des fois, vaut mieux acheter quelque chose quand tu en as vraiment envie, plutôt que de te dire oh, je l'achète, puis le moment où j'en aurai envie, je le mangerai. Mais ça veut dire que des moments où tu en as peut-être moins envie, comme tu dis juste des fois, tu as un petit coup de mou, tu peux justement facilement tomber dedans aussi. Ouais. Plutôt que si tu dis bon là, je veux une glace, je vais acheter la glace, plutôt que de dire je vais en stocker 6 chez moi, et puis comme ça quand j'en aurai envie, je vais les manger. Mais le soir même, ton cerveau il va dire hey, t'as 6 glaces, un pot de moins, tu vas pas le voir. Je peux en manger 2, ouais, tu c'est vois. ça, c'est ça. Ça, c'est de la gourmandise, quoi. Les types d'alimentation, par exemple, je sais pas, est-ce que vous préférez plus une cuisine que d'autres, que ce soit asiatique ou italien ou, tu vois. Là, oui, là, c'est les foodies qui vont beaucoup, parce que moi, j'en connais qui font des stories, qui vont à différentes places, découvrir de nouveaux restos. Pas trop mon dada. À la limite, moi, ça serait plutôt, découvrir de nouvelles places pour faire des brunchs, Ouais. disons. Mais vraiment spécifiquement pour ça, quoi. Moi je dirais je suis pas fermé à un type de cuisine, au contraire des fois plus les cuisines que je connais le moins, c'est ce qui m'attirerait le plus. Mais ce serait plus, je trouve, je suis plus intéressé par les restos qui ont un bon rapport qualité-prix, quantité et qualité, tu vois. Je suis un peu comme toi, mais par contre, j'ai un peu de mal, tu vois, de moi-même à aller vers des cuisines que je connais pas trop. Je préfère, me conforter dans ce que je connais, que ce soit la nourriture italienne, où j'adore par exemple la nourriture libanaise. J'adore, les turcs et tout, j'aime beaucoup. Mais tu vois, j'aurais plus de mal à aller dans des restaurants qui me sont moins familiers, où j'ai moins l'habitude d'aller, etc. Parce que justement, je suis pas sûre d'aimer. Puis des fois, il faut une première fois et tout. Puis après, peut-être que ce sera ta cuisine préférée aussi. C'est vrai que la cuisine syrienne, ça ressemble pas mal au libanais, mais il y a quand même des différences aussi, des subtilités un peu partout. C'est ça. Mais au moins, il y a toujours à découvrir, c'est ça qui est intéressant. C'est seulement et déjà la 5e émission de La Vie de Personne. Alors va nous follow sur Insta, sur avidpersonne.podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes qui vont sortir. Donc on peut passer à la reco par personne. Qui veut commencer? Alors Geoffrey, Marina? Du coup, ma recommandation, c'est un livre de Sabrina Philippe qui s'appelle « Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part ». C'est un livre que j'ai lu récemment, là, pendant mes vacances, dont on m'avait déjà parlé. Et je pense que c'est un des livres qui m'a le
plus troublée, entre guillemets, fait me remettre en question. Ça parle évidemment des différentes relations qu'on peut avoir, que ce soit en amitié, en amour, etc. C'est un film qui est très fort et pour en avoir discuté avec plusieurs personnes qui avaient lu ce livre, elles ont toutes été complètement chamboulées après cette lecture-là. Donc je vous le recommande. C'est un super livre, un livre de Sabrina Philippe sur Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Et comment tu l'as découvert? C'est une fille que je suivais sur Insta qui avait partagé cette lecture-là. Rien que le titre, déjà, ça m'avait beaucoup parlé, ça m'avait intriguée. Du coup, je l'avais commandé lors d'une commande Amazon. J'ai pris plusieurs livres et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens dans mon entourage qui avaient lu ce livre-là. Okay. Et voilà. Donc, t'as pas été déçue? Non, pas du tout. Ça m'a fait beaucoup remettre en question les relations. Intéressant, intéressant. Ça donne envie de le lire. Ouais. Je pourrais recommander le dernier film que j'ai vu, là, qui est sorti là, ces jours-ci. Un petit film, tu vas retrouver ça dans les cinémas d'art et essai, comme il est au cinéma du Parc, là, qui s'appelle A Different Man. C'est l'histoire d'un homme qui est atteint d'une maladie qui fait qu'il a le visage complètement déformé. C'est la neurofibromyalgie. Ça, je suis à vérifier. Et donc, en fait, ça a un impact dans son quotidien parce que tout le monde le fait sentir différent. Il est quand même un peu exclu de la société. Et puis, il se fait opérer, justement. Donc, il a un visage normal, une personne lambda. Et puis là, en fait, il rencontre une autre personne qui a cette maladie-là. Il devient obsédé par cette personne-là parce que, à la différence de lui, il vit très bien de sa maladie, en fait. Il est accepté par tout le monde. D'accord. C'est une maladie qui est non visible. C'est visible. En C'est fait, visible. tu as vraiment le visage qui est complètement déformé. gonflé, déformé. Comme Ok, Elephant Man? J'ai pas vu Elephant Man. Moi non plus, mais c'était un acteur qui avait justement, ça faisait comme des choses gonflées, des bosses. Oui, alors dans ce cas, ouais, c'est ça. Très bien. Intéressant. Et qu'est-ce qui t'a touché dans le film? Est-ce que c'est justement le fait que lui s'acceptait pas, mais qu'il a rencontré quelqu'un qui l'acceptait? La façon dont, en fait, tu acceptes un peu ta condition ou pas, en fait. Parce que le personnage principal avait vraiment du mal à s'accepter. Puis finalement, il est comme, après cette opération, il est comme ignoré. Puis le personnage vivait très bien avec ça, il s'accommodait. Et en fait, c'est pas tellement aussi avec la maladie, c'est avec la personnalité que tu as. Comment tu arrives aussi à te faire accepter par les autres. C'est ça qui m'avait frappé dans ce film-là. Ça donne envie aussi. Have the potential to actually heal you. Moi, de mon côté, c'était une marque de vêtements qui s'appelle Studio Miassine. C'est fait par un Français qui a son usine justement en Bulgarie. Ça, je l'ai connu l'année passée avec son challenge 30 jours, 30 maillots, 30 pulls. Et en fait, justement, le pull que je porte fait partie de cette collection-là. Et en gros, c'était une journée où il reprenait donc un maillot d'un club de foot, une sélection nationale, avec juste sa marque de fabrique qui est le tricot, donc qui fait avec ça, puis il revisitait ce maillot avec son propre style également. Ok, trop cool. Ça a pu lui donner pas mal de visibilité, puis après il a pu créer des pièces justement très spécifiques avec des clubs comme Grenoble, Recancourt. Il a même fait un maillot normal, donc qui n'est pas un pull, avec le club du Paris FC également. Donc c'était ça qui était assez intéressant, le fait de revisiter des maillots de foot de club et de sélection nationale en pull, avec le tricot, qui n'est pas si évident à faire là-dessus. Donc c'est pour ça que je voulais vous le recommander. Puis voilà, en plus le pull Jazair que je porte, très bonne qualité, tu vois, donc c'est ça qui est une bonne alternative pour garder le côté culture foot aussi, même l'hiver, en ayant un peu de flow aussi. Un grand merci pour le temps passé avec Marina et Geoffrey aujourd'hui et la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette 5e émission, ainsi qu'au Riverside Bar Terrasse à Saint-Henri à Montréal. On a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 6e émission d'Avis Personne. Et surtout, n'oublie pas que, et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao!